Born Podcast. Cet épisode est sponsorisé par Impulse Nutrition, une marque française de nutrition pensée pour les sportifs d'endurance. Impulse Nutrition propose une gamme complète pour l'avant, le pendant et l'après-entraînement, mais aussi des compléments alimentaires du quotidien que j'utilise personnellement toute l'année sur les conseils de ma diététicienne. Le magnésium et les oméga 3 pour la récupération et le bon fonctionnement musculaire, les multivitamines et le collagène marin dans les grosses périodes d'entraînement et la vitamine D systématiquement en hiver. Impulse Nutrition développe ses produits avec une vraie exigence de qualité et une approche globale de la santé du sportif au service d'une performance durable. Avec le code BORN, vous bénéficiez de 15% de réduction sur votre première commande et vous soutenez ainsi le podcast dans son développement. Merci à Impulse Nutrition et maintenant place à l'épisode. Born Podcast. Avec Anaël, nous aurions pu parler bien plus longtemps. Nous aurions dû parler bien plus longtemps. Mais le temps n'est pas extensible. Et réussir à imbriquer intelligemment ses entraînements, son travail et sa vie sociale dans des journées inextensibles est tout l'objet de ce podcast. Car l'ombre du surmenage plane en permanence au-dessus des coureurs de haut niveau et de surcroît sur les non-professionnels. C'est en 2016 qu'Anaël Aubry a soutenu sa thèse traitant du lien entre surmenage fonctionnel et performance dans les sports d'endurance. Il en a déjà beaucoup parlé ci et là, mais ce sujet est trop important et selon moi encore trop méconnu pour présupposer que tous mes auditeurs le maîtrisent. Loquace, passionné, compétent et surtout généreux dans la transmission du savoir, le sport scientist reconnu dans le milieu de l'athlé est infatigable lorsqu'il s'agit d'évoquer la fatigue. Anaël Aubry, le surmenage chez le coureur, bonne écoute. Salut Anaël. Salut. Merci de me recevoir chez toi. Avant qu'on attaque vraiment, je suis parfois surpris par la voix des gens que j'entends à la radio qui n'ont pas du tout la même voix comme je crois dans les. Alors on peut pas se louper, tu as exactement le même timbre de voix. Ok, cool. Je le remarque. J'aimerais bien qu'on parle du surmenage fonctionnel, donc ta thèse. Quand je t'ai contacté, tu m'as dit tu n'avais pas l'air énervé mais un peu saoulé, que ce ne soit pas encore démocratisé. Je ne sais pas si tu connais cette stat, moi dans le médical on dit toujours, c'est un peu à prendre avec des pincettes, mais qu'il faut 17 ans pour que 15% des découvertes scientifiques soient appliquées en pratique. Tu connaissais pas ça ? Alors je ne savais pas pour les années, après dans tous les cas ça se confirme pour moi sur le terrain sur énormément de sujets. Alors je ne suis pas énervé, c'est pas le bon mot, mais j'en ai je pense beaucoup parlé dans des médias comme le tien qui sont bien plus publics qu'un article scientifique. Et pour le coup là où ça prend du sens par rapport à ce que tu dis, c'est que si je me retourne sur d'autres sujets scientifiques, je sais que tu m'as dit qu'on parlerait peut-être d'un autre sujet, donc on verra si on vient dessus. Bizarrement, quand c'est sur les réseaux et vendu par des athlètes, on en parle plus facilement. Ouais. Ça veut pas dire que les vérités sont dites, mais en tout cas, je pense que c'est important sur des sujets où on commence à avoir du recul comme celui-ci, où c'est pas juste ma thèse, il y a eu beaucoup d'autres travaux par la suite faits par d'autres personnes, ou des profs sur le terrain, qu'on ne s'interdise pas de parler sur des médias comme le tien, je pense. Ça reste des sujets qui sont, j'aurais tendance à penser, utiles aux gens qui aiment la perf, quel que soit leur niveau, quoi. Bah moi, tu vois, dès que j'avais besoin d'infos sur le surmenage fonctionnel, je réécoutais le passage où vous en parlez avec Maxime Lopez. Okay, cool. Donc j'ai dû l'écouter plein de fois parce que j'allais chercher, donc je voulais vraiment qu'on traite ça précisément. Et tu parles de médiatisation, c'est vrai que tu es vachement médiatisé aujourd'hui. Et quand on y réfléchit, je pense que c'est le vecteur le plus simple parce que ta thèse, j'ai essayé de la lire, mais tout le monde ne va pas lire 213 pages de travail scientifique. Donc aujourd'hui, je pense que la médiatisation comme ça, c'est indispensable, non ? Pour le faire savoir. Ouais. Alors, c'est souvent pas comment dire, ce qu'aiment le plus les scientifiques. C'est pas une critique ou un gros mot de dire ça. C'est surtout lié au fait que la façon dont on doit faire le métier de scientifique, c'est pas toujours aisé de faire la vulgarisation. Moi, pour le coup, j'ai fait de la science que pendant ma thèse. Ensuite, j'étais que sur le terrain, majoritairement. Et ce qui est marrant, ce que tu dis là, c'est que depuis 2014, j'ai énormément écrit sur le site Le Pape. Ce qui fonctionnait plutôt bien à l'époque où il y avait encore peu de choses sur Instagram, les podcasts, etc. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui, moi, me botte d'échanger, de transmettre, et surtout pas d'affirmer que j'ai juste, mais en tout cas, moi-même, ça me challenge. Savoir expliquer les choses, quand tu vas me challenger, me questionner, ça me fait aussi progresser.
Et pour le coup, je le fais pas tellement dans un but d'image personnelle, c'est avant tout par passion. Je pense que tu l'as compris aujourd'hui, vu que tu es chez moi et que je prends la journée pour toi. Mais non, écoute, c'est avec plaisir. Et puis, par contre, c'est là où justement, je vais mettre une critique à ce que tu dis, c'est que dans ce monde d'ultra image et comment dire, où il y a beaucoup de podcasts, beaucoup de choses sur Instagram, etc., sur YouTube, le risque, c'est de trouver la bonne information, je pense. Ouais. Pas tant que je vais donner que des bonnes informations aujourd'hui, il faudra toujours les croiser avec d'autres. Mais voilà, je pense que parfois, il y a peut-être trop d'infos maintenant. Et que c'est là où il faudra qu'on soit bon aussi aujourd'hui, ou des gens qui pourraient parler sur les mêmes sujets, qui seraient, qui diraient des vérités aussi, enfin des vérités, des choses intéressantes. Voilà, je pense que la limite maintenant, c'est que beaucoup de personnes vont parler d'un sujet sans forcément le maîtriser. Et moi, en tout cas, je retrouve des choses ensuite sur le terrain où un athlète va me poser une question, va me dire « Ah, t'as vu ça, c'est trop bien ». Bah, c'est trop bien parce qu'on t'a dit qu'un athlète le prenait et en fait, juste pose-toi 2 secondes et est-ce que tu fais déjà bien les choses? Et même le canal, je trouve, tu vois, moi, un roman, j'aime pas les livres audio, je préfère lire un roman parce que pour mon imagination, je trouve que ça plus plaisant. Mais quand c'est pédagogique comme ça, je mémorise mieux quand je l'entends, tu vois. Okay. Quand tu vas le parler, que si je vais lire vraiment un livre scientifique, même si ça m'arrive, mais le fait de l'entendre, je le mémorise beaucoup mieux. Aujourd'hui, tu n'es plus à l'INSEP, donc? Non. C'est quoi ton métier aujourd'hui? J'ai plusieurs casquettes. Alors, je suis parti de l'INSEP après les Jeux de Rio. C'est toi qui l'as voulu? C'est moi qui l'ai voulu. Alors, il y a plusieurs raisons. On va pas y passer 10 ans. Mais ça fait longtemps alors, après les Jeux de Rio? Ouais, après les Jeux de Rio, juste après les Jeux. Okay. Non, une grande partie de l'équipe avec qui je travaillais est partie pour des choix à la fois personnels et politiques. Le labo était un petit peu plus recherche fondamentale sur la nouvelle direction. Et moi, tu as dû comprendre que j'aimais bien le terrain et qu'en l'occurrence, la science me bottait si c'était pour répondre à des questions d'entraîneur au quotidien et d'être tu vois, un peu un mi-temps science-terrain. Et à l'époque, j'ai eu une proposition chez Mouratoglou. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Donc ça tombait parfaitement. Je ne sais pas si ça parlera à tous tes auditeurs qui sont dans la course à pied, mais c'est la plus grosse académie de tennis au monde où il y avait à l'époque Serena, Djoko, etc. Et tu étais parti où, à Sophia Antipolis là? Je faisais des allers-retours. C'était pas très planète. J'aurais du mal de le faire maintenant. Alors, je ne faisais pas toutes les semaines, mais quand même assez souvent. Et où du coup, j'avais à ce moment-là encore la double casquette recherche-terrain, où à la fois j'accompagnais les athlètes, les entraîneurs, les prep physiques, et à la fois je cherchais sur les mêmes sujets que ceux dont on va discuter aujourd'hui. Du coup, c'est assez intéressant parce que du coup, on pourrait se dire ouais, mais les sports d'endurance, c'est pas le tennis. Il y a beaucoup de parallèles sur la gestion de la fatigue, est-ce qu'il faut être fatigué ou pas pour surcompenser, etc. Et bref, pour en revenir aujourd'hui, écoute, moi, ça s'est construit au fil de l'eau, en fonction des opportunités, des challenges. Pour le coup, j'ai pas de plan de carrière. Je vais là où ça me plaît, où ça me botte. Mais c'est quoi ton métier? Tu me disais par exemple que tu suivais des athlètes. Ouais. C'est quoi au final ton métier? Alors, t'es pas entraîneur? J'entraîne. T'entraînes quand même? Aussi. Ça m'est un peu retombé dessus. Donc c'est mes diplômes premiers, l'entraînement. Ouais. Classique, STAPS. L'opportunité de faire la thèse, pas tant à l'INSEP, mais surtout avec Yann Lemer. Je ne sais pas si ça te parle. Oui, bien sûr. C'était surtout, tu vois, j'avais des thèses qui m'étaient proposées à la fac de Dijon où j'étais étudiant. C'était très handicap, vieillissement. Je savais que ça ne me plairait pas sur le long terme. Bien que maintenant, en culture générale, ça me plaît beaucoup maintenant que je suis papa. Alors que quand j'ai découvert Yann Lemer à l'époque où il n'y avait pas les réseaux, donc c'est vraiment creusé pour le découvrir, je me suis dit c'est ça mon métier que je veux faire. Et à l'époque, Yann avait cette casquette de sport scientist. Donc le sport scientist, il est là au départ pour accompagner des athlètes, des entraîneurs, pour structurer des projets de perf. Donc du coup, tu dois être un petit peu curieux de tout, mais tu ne peux pas maîtriser tout. Donc il faut aussi t'entourer d'autres spécialistes, être curieux, lire, interroger, etc. Parce que si tu prends ma thèse, tu vois, typiquement, elle a été financée par la Fédération française de triathlon pour être auprès des équipes de France olympique à l'époque. Et la confiance aidant auprès des entraîneurs et des athlètes, tout doucement, ça va être tiens, j'ai une question sur l'hypoxie, sur la nutrition, sur le jet lag, j'en sais rien. Donc on pourrait dire ouais, mais envoyez-les vers des spécialistes, sauf que tu sais comme moi que pour convaincre, il faut. Pour réussir à les accompagner, il faut leur confiance. Donc quand je suis limité, évidemment, j'ai cherché des spécialistes. Donc ça, c'est ce que je fais depuis 2012,
qui reste, je pense, la plus grande partie de mon temps d'accompagner des athlètes et des entraîneurs. Ouais, mais concrètement, qui te paye, qui est en... faut forcément une structure ça dépend d'où je suis. Ça a été Mouratoglou, ensuite c'était une équipe pro de vélo. Ouais. Quand j'ai entraîné Pierre-Ambroise Boss, c'était Pierre qui me payait. Ok. Donc là, je travaille pour une fondation, en l'occurrence là-dessus, qui me prend le plus de mon temps, qui est une fondation qui s'appelle Respect. Ouais. Donc c'est que du mécénat. Donc c'est principalement des chefs d'entreprise, ça peut aussi être des particuliers. D'accord. Donc pour le coup, c'est un assez beau projet parce qu'eux n'ont rien à gagner, dans le sens où c'est pas du sponsoring. On ne dit pas à machin à donner de l'argent. Oui. Ils viennent avant tout pour vivre des belles aventures et parce qu'ils croient dans nos valeurs de travail, d'accompagnement et de transmission. Et du coup, on a quand même une trentaine d'athlètes maintenant qui sont suivis, tout sport. D'accord. Donc pas que course à pied ou pas que demi-fond. Et donc j'entraîne aussi. Ça m'est retombé dessus à l'époque du vélo où mes 2 premières années où j'étais conseiller scientifique de l'équipe. Il y a 5 coachs qui ont été virés en 2 ans par le manager. Un peu comme dans le foot, t'as pas de résultat, il faut un fusible, tiens, ça va être le coach. Sauf qu'on allait faire notre premier Tour de France. Et c'était quelle équipe? BNB Hotel. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait eu toute cette histoire. Ah, t'étais en plein dans cette histoire-là, toi? J'y étais, oui. Ah oui, d'accord. Ok, j'ai fait ça, l'équipe a fait 6 ans, j'ai fait les 5 dernières années. Oula, oui. Ouais. Ça devait pas être des bons moments, là, si? À la fin seulement. Sinon, Ouais. ça a été des super moments. Pour moi, c'était des super moments parce que, tu vois, à l'époque, j'ai 3 équipes qui me contactent. Une où j'aurais pu bien gagner ma vie et l'autre pour le CV, c'était sympa. Et celle-ci se montait et le manager avait vraiment l'ambition d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de casser un peu les codes du côté on fait parce qu'on a toujours fait. Et alors qu'on n'avait pas de grands moyens, tu vois, si je te prends, je sais pas, notre premier Tour de France, quand j'ai un peu réfléchi à la question aussi avec les coureurs leaders qui avaient déjà fait le tour, je vais pas te donner un secret en te disant que la récup c'était la priorité. Et la récup ça coûte cher si tu veux bien le faire. Et donc moi j'avais un budget, il fallait que je justifie auprès du manager pourquoi on va faire ça, parce qu'il fallait pas dépasser le budget. Et du coup pour moi c'était très challengeant parce que à la fois ils étaient proactif là-dessus, mais à la fois j'avais pas le budget de Jumbo, Ineos ou qui tu veux, et donc ça demandait de faire les choix les plus justes et pas faire parce qu'il faut faire. Et du coup ça m'a remis un pied dans l'entraînement que je n'ai pas lâché depuis. Je t'apprends rien sur le fait que l'entraînement c'est très prenant, donc je suis pas des millions d'athlètes. Donc pour un que je pense que connaître tes auditeurs, je co-entraîne avec lui-même Aurélien Quignon, le marcheur D'accord, ouais. qui a plutôt bien gazé aux derniers mondiaux. Un triathlète de distance olympique en équipe de France, notamment. Et quand tout à l'heure tu me disais que tu suivais, t'as pas dit entraîner, t'as dit tu suis Clara Lieberman, Ouais. je prononce toujours mal son nom. Ça veut dire quoi là? C'est pas de l'entraînement? Non, son coach est Marc Creuset, un coach de Rennes, coach de Léna, Clara et Agathe jusqu'à il y a quelques semaines notamment. Donc c'est lui le chef de l'entraînement. Et en l'occurrence, tu vois, c'est un peu la même chose. Si tu prends l'exemple de Clara, quand elle rentre à la fondation, elle veut faire un test d'effort parce que la Fédé ne lui permet pas, parce qu'à l'époque, elle n'est pas encore assez performante. Elle veut faire le même que celle de l'équipe de France, alors qu'elle court déjà à moins de 2,0. Et on détecte. On se rend compte dans moi l'analyse des tests et j'essaie de convaincre Marc que il y a potentiellement chez elle des choses à développer sur l'aérobie. Donc moi mon job c'est pas de remettre en cause l'entraînement de Marc, mais c'est de le convaincre que potentiellement il y a des choses à faire sur l'aéro pour Clara. Et s'il accepte, pourquoi, comment, on discute et ça reste lui le chef derrière. Et tu vois, on parlait dans la voiture de ce qu'on a fait avec Clara et Léna il y a quelques semaines. La confiance aidant, eux me challengent de plus en plus et je suis, un œil extérieur avec de la hauteur et finalement quand les gens ont confiance en toi, ça prend du temps, il faut être patient. Et ça, c'est un bon conseil pour tous les jeunes étudiants qui sont passionnés de tout ça, c'est soyez patients. C'est-à-dire vous pouvez faire des trucs de fou avec les entraîneurs et les athlètes. Tu vois, là, on a fait 2 choses. La première, ça a été d'aller analyser leur seuil de façon plus fine. Parce que qui dit coureuse de 800 dit qu'elles ont besoin de travailler tous les secteurs, enfin toutes les filières. Que tu peux courir moins de 2,0 ou une 58 pour les deux en n'ayant pas du tout les mêmes caractéristiques. Et Marc avait l'impression que l'une courait trop vite quand l'autre courait trop lentement quand il les faisait courir à SV1. Donc je me suis cassé la tête pour me dire on va aller plus loin que 2 et 4 de lactate, mais vraiment aller creuser leur profil et comment leur profil répond en fonction du type de séance. Et là l'avantage c'est que j'ai les 2 ans d'entraînement de Marc derrière depuis que je les suis.
Et le deuxième sujet, il était que je t'apprends rien sur le fait qu'elles font beaucoup d'anaérobie, forcément. Et lui, il me disait, sur l'aérobie, maintenant, on sait bien mesurer entre les lactates et les FC, etc. Par contre, sur l'anaérobie, j'ai beau à peu près savoir ce que je leur donne, je ne me rends pas compte de la charge que je leur impose. Donc, Anaël, est-ce que tu aurais idée de choses à nous proposer pour mieux quantifier la charge anaérobie? Et donc là, pour le coup de challenge pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait en course à pied. Donc, tu vas creuser ce qu'il y a dans la science, tu vas creuser ce qu'il y a dans d'autres sports où ils se sont posés les questions. En l'occurrence, on peut le faire. Mais ça ne se faisait pas à ma connaissance jusqu'à maintenant en athlée, en tout cas en France. Ouais. Avant qu'on parle de charge et tu parlais de charge, on va parler de terminologie, j'ai deux petites questions. Tu parlais de 2 et 4 de lactate, c'est les standards SV1 et SV2 en gros? Quand quelqu'un n'a pas pris de seuil. Ouais, en fait, si tu veux, ça on le sait depuis longtemps, c'est ce qui est assez marrant parce que le lactate en France, en athlée, on a l'impression que c'est apparu il y a 2 ans ou 3 ans, alors que ça fait 40 ans qu'on n'apprend pas grand-chose sur le lactate. Et qu'il y a des sports qui font ça depuis 40 ans, pas quotidiennement mais régulièrement. Et on s'est rendu compte, en fait, si tu veux, souvent le plus simple c'est de faire un test d'effort, tu sais, on va augmenter l'allure tout doucement, et de chercher les points d'inflexion de la lactatémie. Si tu veux, je le fais en 2 secondes pour les auditeurs. Ouais. En gros, quand tu fais un test d'effort, la large majorité du début de test, c'est à dominante aérobie. Tu augmentes l'allure, par exemple, je sais pas si tu passes de 10 à 11, de 11 à 12. Tu vois bien que c'est pas tellement plus dur, en tout cas tu ventiles pas plus, tu sens que l'aérobie fait le taf et s'ajuste à la demande d'énergie supplémentaire. Et arrive le premier seuil, c'est l'anaérobie qui vient te donner un coup de main parce que l'aérobie ne suffit plus elle-même. Et tu commences à ventiler un tout petit peu plus, c'est le premier seuil, tout simplement parce que qui dit lactate dit que tu produis des IOH+. Tant que tu es sur des intensités très basses, tu arrives à l'évacuer via la ventilation, donc tu ventiles plus pour éviter d'accumuler les IOH+. C'est ça qui pique les cannes quand tu fais des séances lactiques, c'est pas le lactate qui est une source d'énergie. Et on s'est rendu compte qu'en moyenne, ce point d'inflexion, il est autour de 2,0, 2 millimoles de lactate. Mais c'est une moyenne. Et justement, là où c'est assez intéressant, c'est que dans certaines disciplines un peu extrêmes, on va se rendre compte que la moyenne ne veut plus dire grand-chose. Et parfois, même dans une même discipline, on se rend compte que ce n'est pas totalement vrai. Et pour le coup, sans donner trop de secrets, Léna et Clara, c'était clairement le cas. Où pour l'une, les tests que j'ai mis en place, c'était beaucoup plus facile à interpréter que pour l'autre. Donc moi-même, je n'ai pas affirmé à Marc, je suis sûr pour elle. C'est plutôt, j'ai l'impression qu'il se passe ci, on va le retester sur le terrain. Et tu vois, tu as des exemples un peu extrêmes en course à pied, une Paula Radcliffe, de tout ce que j'ai pu voir, pas moi directement, du scientifique qui le suivait. Paula Radcliffe, elle a des seuils extrêmement décalés vers la droite, donc elle arrive très tard dans le test. Elle monte très haut en lactate et du coup, elle finit son test, elle a à peine à 4 de lactate, qui est souvent le deuxième seuil pour beaucoup d'athlètes. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas donnée, bien au contraire. C'est qu'elle a un profil très aérobie. Et du coup, le deuxième seuil, c'est le moment où tu commences. Si tu passes au-dessus de cette allure, tu ne feras que cumuler du lactate. Tu ne pourras pas le resynthétiser. En tout cas, pas suffisamment vite. T'en évacueras, t'en synthétiseras, mais à un moment donné, tu vois bien que ça va être compliqué. Mais du coup, si tu as un athlète qui n'a pas fait de test précis, tu vas te fier à 2 et 4, quoi, en gros. C'est ça? En tout cas, surtout, est-ce que ça monte ou pas en fonction de ce que tu veux faire, j'aurais tendance à te dire. Mais tu vois, je pense à des athlètes, soit un Hassan Chadi que j'ai suivi pendant pas mal d'années, moi qui connaissais pas grand-chose sur le sujet à l'époque, quand Jean-Claude Volmer l'entraînait à l'époque, il m'amène sur une séance P-marathon sur tapis, donc c'était du long. Je fais la première prise de lactate, Hassan est à 7. Moi, avec mon peu de connaissances de l'époque, dans ma tête, je me dis waouh, là, il va pas passer la séance, ils ont dû se tromper sur les allures. Et puis Jean-Claude, je sais pas si tu le connais un petit peu, qui a dû me sortir un truc, non mais t'inquiète gamin, c'est ses allures marathon, il y aura... Et du coup, lui m'expliquait des choses sur le lactate, c'est là où c'est intéressant de parler des fois avec les anciens aussi, enfin souvent même d'ailleurs. Et il a passé toute la séance comme ça parce qu'il a cette capacité à se servir de lactate. Alors du coup, c'est un point fort et un point faible en même temps. Tu te doutes bien qu'à 7 de lactate sur un marathon, ça consomme aussi beaucoup d'énergie, mais c'est aussi un point fort. Ouais. Et juste une question perso, tu disais avant qu'on enregistre là, que toi tu venais du vélo mais que tu aimais courir. Oui. La plupart des athlètes de course à pied que j'ai connus, ils sont venus à la course à pied par défaut, c'était souvent des passionnés de vélo. Toi c'est le contraire? Ouais, moi c'est les hasards d'où j'habitais, etc. Moi je faisais du foot, j'étais en centre de préformation, donc un bon petit niveau. Je n'étais pas un champion. Hein. Et quand tous mes potes sont partis en centre de formation, moi j'ai eu 2-3 petites blessures classiques de footeux, donc je n'ai pas passé le cap. Et j'étais très bon tu vois, je gagnais les A4 de cross à l'époque, sur mes acquis de footeux.
Et je faisais du vélo tous les étés avec mon parrain, c'est les hasards de la vie. Et mon père connaissait le président du club de vélo d'à côté, pas celui du club de foot, et paf, ça a été le vélo. Et je continue à courir tous les hivers. Et tu préférais courir que pédaler presque? Ouais. En fait, ce que j'aimais dans le vélo, c'était, mais dans la course à pied aussi, j'ai envie de dire, alors c'est peut-être le quotidien de l'entraînement en course à pied qui me plaisait, c'est que, tu vois, quand je n'ai fait que courir sur la fin, ce que je kiffais, c'était le 1500 pour la bagarre, la tactique. Ah ouais. Et dans le vélo, ça, tu le retrouves que le dimanche. Ouais. Sinon, surtout là où j'habitais chez mes parents, où c'était la campagne profonde, bah, tu fais du vélo tout seul, c'est bien aussi. Mais moi, ce qui me plaisait bien, c'était le collectif, trouver les ressources au bas de ton collègue. Ça, tu retrouves quand même plus en course à pied qu'en vélo. Ok. On va ouvrir le sujet donc, du surmenage fonctionnel de ta thèse. Ouais. En gros, pour les gens qui ne savent pas ce que c'est, il y a 2 mots qu'on utilise beaucoup en langage courant, c'est la fatigue, on ne sait pas trop, oui. Et à l'extrême, le surentraînement. Quoi. Yes. C'est hyper utilisé le surentraînement, avec beaucoup à tort. Est-ce qu'on pourrait définir le surmenage fonctionnel, la fatigue, le surentraînement et la charge d'entraînement? Ok. Alors, je vais les définir, mais je vais le faire dans un autre ordre que toi. Déjà, la fatigue, c'est pas un gros mot. Hein. C'est tout à fait normal d'être fatigué si on veut remplir des objectifs. Et tu saurais le définir? C'est pas facile à définir. Non, c'est pas facile parce que déjà, il y a tout type de fatigue. Est-ce qu'elle est musculaire? Est-ce qu'elle est mentale? Est-ce qu'elle est physio? Est-ce qu'il y a un peu tout ça? Sachant que tout ça a de l'impact sur les autres. Donc, en tout cas, s'entraîner de façon chronique, de façon intense et sentir que je suis sur une prépa, c'est dur, je suis fatigué, c'est normal. Je reste là pour l'instant. Et ensuite, cette fatigue, on va pouvoir, du coup, tu l'as dit, la définir en différentes étapes. Et pour le coup, moi, je m'appuie purement sur les termes scientifiques. Mais si vous, en tant qu'entraîneur ou athlète, vous voulez les appeler autrement, ce qui compte, c'est de comprendre ce qui est positif et ce qui ne l'est pas. Parce que tu es obligé de traduire, parce que ton athlète, il te dit pas je suis en surmenage fonctionnel, donc il te dit je suis fatigué, donc c'est à toi de traduire scientifiquement. Totalement, et je pense que la discussion qu'on va avoir aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe sur chacune, et en comprenant ce qui se passe sur chacune, quels outils on peut se réapproprier nous sur le terrain qui n'avons pas les moyens de l'INSEP, et surtout du labo de l'INSEP, parce que même les athlètes qui sont à l'INSEP vont pas aller au labo tous les jours. Donc pour moi, ce qui est important, c'est moi je l'ai nommé. Dans chacun, je vais expliquer ce qui s'y passe et tu vas me réinterroger. Je pense que soit j'ouvrirai des choses, soit ce ne sera pas clair. Et ensuite, encore une fois, ce qui compte pour vous, c'est ok, ça je l'ai dépassé, ça je l'ai touché, ça je ne l'ai pas touché. C'est ce qui est pour moi le plus important. Vous pouvez dire bonne fatigue, mauvaise fatigue, ça sera très bien en français. Donc, si tu veux, donc, et pour le coup, je m'appuie sur, je pense que j'ai déjà dit dans plein de podcasts, sur un consensus mondial. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé, qui a été écrit plusieurs fois, enfin qui est réédité régulièrement en fonction des découvertes. Par Romain Meusen, qui est le ponte de la fatigue au niveau mondial, qui est un Belge, qui est d'ailleurs dans son labo, souvent les gens qui sont très 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 fatigués, notamment dans le vélo pro, on les envoie dans son labo parce qu'ils maîtrisent bien le sujet pour vraiment te dire est-ce que tu es très fatigué ou pas, juste pour l'anecdote. Et dans son consensus, il s'appuie sur différents experts de chacun des sujets. Si on parle d'hormones, c'est toi, si on parle de sommeil, c'est toi, etc. Et en l'occurrence, ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais parce qu'on dirait que c'est le mec qui se la raconte. Mais du coup, avant ma thèse, lui avait défini les niveaux de fatigue. Il ne pouvait les quantifier qu'à partir d'un niveau de perf, alors que son consensus ne parle pas forcément que de sport. C'est quand même assez intéressant de se rendre compte qu'à l'époque, le seul moyen discriminant d'évaluer le niveau de fatigue, c'était de voir ton niveau de perf. Est-ce que tu es toujours capable d'avoir le même niveau de perf ou pas? Parce que sur le reste, la sensibilité est plus ou moins forte. Et surtout, comme c'est multifactoriel, c'était compliqué de dire tiens, j'ai l'impression qu'au niveau hormonal, il se passe ça. Ouais, mais ça ne veut pas dire que tu as décroché forcément. Donc les premiers niveaux de fatigue dans le sport ne nous intéressent pas. Hein, c'est les gens qui font rien ou les gens qui font juste une séance de sport, donc nous on s'en fiche. Le troisième, celui qui va nous intéresser, c'est celui qu'on appelle la fatigue aiguë. Donc en gros, c'est je m'entraîne dur. Sur des séances où tu me parlais de toi qui est au club de Clermont, ça pourrait être une séance qu'on a fait régulièrement sur la piste, je sais à peu près les chronos que je vais faire. Je me connais, je vois comment j'ai évolué ces dernières semaines, donc tu vas pas progresser 10 secondes sur un 400 ou sur un 1000, surtout sur un 1000, surtout sur un 400, pardon. Et tu es globalement capable de faire les mêmes chronos, donc c'est que tu es fatigué, mais que ça répond encore. Donc ça, c'est la fatigue aiguë. Le surmenage fonctionnel dont tu as parlé,
C'est je sens que je suis très fatigué, mais je suis plus capable de faire les mêmes chronos. Ouais. Évidemment, si la veille, tu n'as pas fait un truc de l'espace. Hein. Ouais. Si la veille, tu as fait une grosse muscu, une VMA et que je te reteste le lendemain, peut-être tu as juste mal aux jambes. Et là, il y a une notion plus durable par rapport à la fatigue aiguë. C'est que plusieurs séances, tu foires plusieurs séances dans le temps, non? Alors, pas forcément. Ah c'est ce qui est assez intéressant, en tout cas moi, chez les athlètes de haut niveau. Hein. Chez des athlètes qui s'entraînent un peu moins, c'est peut-être un petit peu différent. C'est que tu peux jouer avec la limite au quotidien parce que tu es très robuste à la charge. Et puis du jour au lendemain, pour différentes raisons dont on parlera sans doute après, parce que c'est pas que lié à l'entraînement, évidemment. Et c'est souvent lié pas à l'entraînement, justement. C'est souvent d'autres facteurs qui font que tu exploses. Et tu rajoutes l'entraînement. Du jour au lendemain, tu te rends compte que l'athlète pète en vol. Et nous, le questionnement qu'on va se poser, je pense, tous les deux aujourd'hui, c'est ok, mais quand il pète, est-ce qu'il a vraiment pété? Est-ce que j'ai des marqueurs qui peuvent me le dire ou pas? Là où tu as raison, c'est que si je continue à accumuler de la mauvaise fatigue, dans un premier temps, je vais peut-être rester dans ce surmenage fonctionnel. Pourquoi on l'appelle fonctionnel? Parce que si derrière on met de la récup, donc nous on a mis un affûtage dans ma thèse, je t'expliquerai pourquoi après, mais on peut se dire de la récup, tu vas voir que tu reviendras au moins au niveau d'avant, voire même tu surcompenseras un petit peu, donc ça c'est pas si négatif que ça. C'est juste quand on va avancer, on va voir que c'est pas très positif par rapport à la fatigue aiguë. Alors que le surmenage non fonctionnel, là tu l'as dit, tu appuies vraiment sur la fatigue, tu t'entêtes, et au final, quand tu vas vouloir récupérer, tu ne feras que récupérer. Donc tu t'es entraîné comme un sagouin, tu mets en place ton affûtage, ta récup, et puis le jour de ta compète, tu n'es pas plus fort qu'avant, voire même tu es peut-être un peu moins fort. Okay. Donc aucun intérêt. Le surentraînement qu'on va peu discuter aujourd'hui, pour moi, qui reste sur les termes officiels, c'est quand tu vas vraiment ultra loin. Là, il y a des gros dérèglements qui sont d'ordre médical. Donc, moi, sur mes 5 ans à l'INSEP, j'en ai croisé 6 ou 7, je ne sais plus. Et en course à pied ou pas? Ou en vélo, sur des sports portés, justement? Tout sport. Tout sport. Tout sport. En l'occurrence, à l'INSEP, tu te dis bien que dans tout sport, on s'entraîne dur. Ouais. Et que ce n'est pas forcément les sports qu'on pense qui ne s'entraînent pas le plus dur. Mais un médecin, Samuel Marafi, le médecin de la Total Energy, il me disait qu'il était médecin de BNB. En vélo. Ah ouais, ok. Mais il dit qu'il avait en vélo, mais jamais en. Souvent, on se blessait avant, enfin, selon les sports mécaniques. Ouais. Après, avec tout le respect que j'ai pour Sam, qui est un de mes amis les plus proches, Sam bosse surtout dans le trail, en course à pied. C'est le chien. On l'énerve de parler. La chienne, pardon. Et. Il n'a pas totalement tort, mais déjà, ça dépend de quelle charge on parle. Ouais. Est-ce que la charge, on a mis les pointes tous les 2 jours? Est-ce que lui, en trail, ils ont abusé sur le D-? Enfin, tu vois, il y a plein de problématiques qu'on peut se poser. C'est sûr que là où il a raison, c'est qu'il vient sur du vélo ou de la natation. Le gros risque, c'est de se dire, de toute façon, c'est OK, il peut toujours avancer. Lui, en plus, il peut te donner des exemples où, évidemment, sur un Tour de France, tu n'as pas le choix de reprendre le départ le lendemain. Donc là, des fois, on va dans des états de fatigue très poussés. Et en heure de sport, la course à pied, même si tu bornes beaucoup, tu en feras toujours moins que du tri ou du vélo, quoi. C'est quasi impossible de courir 25 heures. Oui. Après, ça veut pas dire que la charge est plus facile. Oui. Donc on en revient toujours à la même chose. Et bien justement, la charge d'entraînement, comment vous la... C'est quoi les facteurs? Tu as le volume, l'intensité, le D+? Ouais, alors la charge d'entraînement, c'est un sujet sympa. Tu vois, on m'a demandé un chapitre de bouquin il y a 2 ans là-dessus qui va sortir bientôt. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il n'y a quasiment rien d'objectif sur la charge. Ouais. En gros, la charge, il y a, malgré tout ce qu'on peut voir dans le foot et tout maintenant, GPS, etc., il n'y a aucun outil qui est validé scientifiquement. Le seul outil qui va être validé scientifiquement, c'est volume fois RPE. Donc le RPE, c'est la quantification. Enfin, c'est quand toi, tu vas évaluer la difficulté de l'exercice. Ok. Après chacun de tes entraînements. On s'est rendu compte qu'il semble que ce soit le plus fiable quand l'athlète a compris l'échelle et joue le jeu, parce que l'ordinateur central se trompe rarement. Je pense que c'est ce qu'on va parler sur les marqueurs ensuite. Et du coup, déjà, si vous avez peu de moyens, déjà faites volume fois RPE. Il y a de grandes chances que vous ne vous trompiez pas. Ok. Ensuite, sur l'intensité, c'est un réel sujet. Tu vois, ce qu'on a discuté en intro sur Clara et Elena, comment tu quantifies l'intensité? Si tu me dis, je fais du vélo sur route, plutôt du long, c'est la dominante aérobie, c'est globalement assez simple de quantifier la charge. Bien que réussir à quantifier l'impact d'une VMA sur toi versus ton coéquipier, c'est pas si simple que ça. Ouais.
bien qu'on se rende bien compte que la VMA est plus dure que la basse intensité. Et du coup, il existe plein de modèles. Tu vois, tu as un modèle où la VMA étant plus dure, on multiplie l'AFC fois un facteur X. Ça, vous pouvez le retrouver facilement sur Internet, etc., etc. J'ai envie de te dire que pour moi, le plus important, c'est trouver le modèle qui vous correspond. Parce que pour moi, plus que quantifier la charge en tant que telle, des datas pour des datas, c'est pas ce qui est intéressant, c'est d'avoir un recueil de données qui te parle, où l'athlète, il arrive à tenir la longueur dessus s'il doit s'y investir, et toi aussi, pour ensuite prendre du recul s'il y a un problème. Ouais. Tu vois, truc tout con, quand on parlait de l'intensité, parce que moi je t'ai coupé la parole, moi il m'arrive quand et pour le coup c'est pas dire que pour dire que je suis meilleur qu'eux, c'est quand ta tête dans le guidon, c'est plus dur quand tu l'as pas. Moi le premier, je fais des erreurs avec les athlètes que j'entraîne, où des fois tu vas te dire tiens, l'athlète a explosé en vol, on peut jeter un coup d'œil, puis pour différentes raisons tu te dis bah attends, mais là il y avait une intensité en trop, ça pouvait pas passer. Putain ouais, mais parce que je l'ai fait, parce que et du coup plus que le pourcentage en lui-même, voilà. Et pour le coup je pense que volume fois RPE, tu vas bien voir s'il y a des explosions à un moment donné qui seront soit liées toi à un entraînement que tu avais mal écrit, soit liées au fait que l'athlète a trouvé l'entraînement beaucoup trop dur par rapport à ce qui était prévu. Ouais. Et ça, pour le coup, ça va être un signe précurseur de quelque chose qui ne va pas. Ah, je pensais que c'était mieux défini que ça. J'ai pas trop cherché, mais tu vois, j'avais écrit des mots, moi. En fait, il existe plein de modèles et tu pourras m'en parler après, je pense, notamment dans le vélo où c'est encore plus poussé avec les capteurs de puissance, etc. Mais la fiabilité des modèles, je te le dis tout de suite, elle est avec des beaux écarts types. Mais encore une fois, pour moi, c'est pas du tout un problème parce que, regarde, je te dis une bêtise, tout à l'heure, je t'ai dit, mais l'impact d'une VMA sur toi et moi, c'est peut-être pas la même. Déjà, si on la mesure toujours sur toi, ça sera toujours la même sur toi. Ouais. Donc, si on se rend compte que je suis beaucoup plus de volume de VMA en 2026 qu'en 2025, c'est une info. Ouais. Après, moi, quand je parle de charge, j'avais peut-être trop une vision biomécanique. Et tu vois, j'avais écrit volume, intensité, dénivelé et même densité d'entraînement. Tu vois, quand en prépa marathon, on fait des gros week-ends exprès. Mais c'était peut-être trop biomécanique dans mon esprit, en fait. Oui et non, j'ai envie de te dire, parce que... excuse-moi, je réfléchis en même temps que toi. Déjà, l'impact de chacun sur chaque athlète, il n'est pas facile. Ouais. Mais au moins, si toi, tu fais ça, tu as le mérite de le faire. Et moi, je préfère quelqu'un comme toi où on se dit, tous les deux, il y a des limites à ta quantification de la charge, mais au moins, tu essayes de quantifier quelque chose. Et tu vas pouvoir te dire, tiens, est-ce qu'en février, j'en mets plus qu'en janvier, même si c'est avec un petit écart type, une petite marge d'erreur, ou j'ai fait une erreur ou j'ai pas fait d'erreur, et prendre du recul sur ce que tu fais. Et là où pour moi, ça prend du sens ce que tu dis, c'est tu parlais du dénivelé, combien d'athlètes ne vont pas se poser la question alors qu'ils ont des entraînements où il y a du D+, et du D-, ou certaines périodes ils en ont pas et d'autres ils en ont, en disant c'est pas grave, j'ai fait 1 heure, c'était comme d'habitude à basse intensité, sauf que du coup la charge mécanique comme tu as dit n'était pas du tout la même, donc l'impact musculaire, articulaire, etc. pas du tout la même, et qu'après il va te dire non mais j'ai fait juste mes 10 heures comme d'habitude. Donc pour moi ça prend beaucoup de sens ce que tu fais. Après, la question, ce sera toujours la même, c'est est-ce qu'on en fait quelque chose ? Et sans vouloir être trop frontal et trop vulgaire, je pense que, en tout cas c'est mon avis, beaucoup de gens quantifient pour quantifier mais s'en servent pas forcément tant que ça. Et par exemple, la densité, tu vois, quand on coach des amateurs qui travaillent à côté, c'est pas du tout la même réponse. Des fois, ils préparent un marathon, ils n'ont pas de temps dans la semaine, ils essaient de caler leurs 2 ou 3 séances sur quelques jours. Et la réponse, c'est pas du tout la même. Et tu vois, ça fait rentrer vraiment dans la charge. Et ils comprennent pas qu'il faut espacer, que c'est compliqué, que c'est pas du tout le même rendu. Ouais, carrément. Est-ce que j'ai une question qui sort un peu, je pense pas que tu aies traité dans ta thèse. Est-ce qu'avec le recul, sur le surmenage fonctionnel ou non fonctionnel, il y a des profils types un peu? Des obsessifs ou je sais pas, un aspect psychologique? Est-ce que c'est lié aux gens qui auront plus de TCA? Est-ce que tu... Alors, j'ai essayé de... Ou des sports, je sais pas, des triathlètes plus que d'autres. Non, mais je réfléchis déjà, évidemment, parce que ce qui peut être parfois différent, moi, dans mon quotidien, c'est que l'entraînement est quand même un petit peu plus imposé et encadré chez des élites, bien que. Je pense que tu vas me contredire parfois sur des exemples et tu auras raison. En tout cas, pour certaines personnes, l'entraîneur sera toujours à côté et si l'entraîneur a la capacité d'analyser ça, il saura aussi dire bon, c'est bon, on en a assez pour aujourd'hui, je vois que ça répond pas. Déjà, est-ce que tu réponds pas à ma question? Est-ce que le surmenage est plus fréquent chez les non-pros?
Je pense que oui. La charge externe. Je pense que oui. Je pense que oui parce que déjà, pour moi, souvent l'un des plus gros facteurs du risque de surmenage, c'est ta charge externe. Ouais. Qui existe aussi chez les pros, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Tu peux avoir une déception amoureuse, un voyage qui s'est mal passé, un sponsor qui ne te suit plus. Enfin bref, il y a plein d'exemples potentiels, sauf que comme ils sont déjà à la limite sur la charge, ça peut vite péter sur une petite charge externe. Pour autant, là où tu as raison, c'est que pour moi, la première question qui devrait être posée à un amateur par son coach, ou par lui-même s'il se coach tout seul, ce serait toujours, par exemple déjà, est-ce que tu connais des facteurs externes potentiels cette semaine ? Un déplacement professionnel, je dois garder les gamins parce que ma femme n'est pas là, j'en sais rien. Ça, du coup, en amont. Et puis, à l'approche des séances, soit l'éduquer à ça si tu n'es pas avec lui, si c'est du distanciel, soit en tête-à-tête si tu le vois ou la vois. Ce serait est-ce que tu as bien dormi ? Est-ce que ta journée s'est bien passée ? Est-ce que tu es stressé aujourd'hui ? Etc. Parce que pour le coup... En pratique, c'est dur quand même. Quand tu vas à l'entraînement, que le gars il entraîne 40 mecs le mardi, jeudi, c'est dur quand même. Et même si c'est des athlètes de bon niveau. Ouais, moi j'aurais tendance à dire oui et non. Tu vois, Philippe Lucas, que j'ai beaucoup fréquenté, qui est pour moi l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai croisé, parce qu'il est très bon dans tout ça, très bon dans l'empathie envers ses athlètes. Les gens retiennent que ce qu'ils voient de lui à la télé, alors que je pense que c'est l'un des coachs les plus humains que j'ai connus. Il va faire exprès d'arriver avant l'entraînement pour voir les athlètes arriver un par un et parce qu'il y a de la relation qui se crée, il connaît souvent assez bien leur quotidien et les questions ce sera est-ce que ta maman ça va mieux parce que je sais qu'elle a des problèmes de santé, tiens t'as tes examens hier, est-ce que ça s'est bien passé, t'as une sale tête aujourd'hui, t'as mal dormi, non, et tu vois et au final lui sa data c'est pas de la science avec des capteurs comme on pourrait le faire nous. J'ai envie de te dire qu'il a toutes les infos quand même. Ouais. Et que du coup, il va souvent réorienter son entraînement pour les athlètes qui jouent le jeu en fonction de ce que lui met dans sa matrice mentale. Dans son intérieur sport, on le voit très bien. Il dit toujours, tu peux pas faire ça là, tu feras mercrédi, mais et là-dessus, il est très bon. Et je pense pas qu'il ait moins d'athlètes que l'entraîneur de club. Pour le coup, il a quand même beaucoup d'athlètes, Philippe. C'est sûr que c'est son métier à plein temps. Ouais. Mais il faut que ça vienne un peu de l'athlète aussi, c'est pas le coach et là où c'est pour ça que je t'ai dit ça en intro, c'est que moi, les athlètes avec qui j'ai pu collaborer, longuement, et du coup la relation a pu aller assez loin, je pense que la priorité, c'est avant tout de les rendre autonomes là-dessus. Ouais. Tu vois, je te parlais du sommeil, parce que c'est un sujet facile. On est tous pareils. Quand tu as une grosse séance à passer, tu as mal dormi ou pas, tu as envie de la passer. Une fois que l'athlète a bien compris par A plus B que c'est pas grave si on l'a fait demain ou après-demain, parce que le sommeil, ça peut faire ça, ça fait 4 jours que tu as mal dormi. Une mauvaise nuit, c'est pas grave, mais 4 jours, ça commence à être un problème. Et de lui-même, il doit être capable de se dire on va oublier l'ego, on va oublier le concours de celui qui est la plus grosse, parce que c'est pas une séance qui changera quelque chose. Par contre, une séance où tu vas au carton, tu peux la tirer toute ta saison, et là, ça va être un vrai problème. Ouais. Donc je sais même plus quelle était la question au départ, mais si du coup pour les amateurs. Des pros, ouais. Alors oui, et pour le coup, pour avoir été dans des clubs, là où tu as raison, c'est que je pense que il y a quand même pas mal d'athlètes dans des clubs qui sont pas forcément bigorexiques, c'est peut-être pas le bon terme, mais en tout cas qui ont du mal à se dire non mais c'est pas grave. Aujourd'hui je vais faire de l'aéro, aujourd'hui je vais faire de la technique, aujourd'hui je vais faire de la muscu, mais VMA mon seuil, je le ferai dans quelques jours ou la semaine prochaine. Ce qui compte, c'est d'être sérieux sur toute la prépa, d'être consistant et surtout pas de se forcer à passer une séance pour rien, enfin, plus que pour rien d'ailleurs. Et oui, là où tu as raison, c'est que je pense que c'est encore plus compliqué parce que soit tu as le groupe si tu es dans un club, soit si tu es tout seul, c'est pas forcément plus facile parce que c'est peut-être encore plus dur de prendre du recul. Tu te fixes des objectifs, donc tu as envie de te donner les moyens. En même temps, tu fais aussi souvent ça pour t'évader. Ouais. Parce que tu es étudiant, tu as un boulot, tu as un truc, tu as un machin. Quand tu vas à l'entraînement, c'est quand même pour te rentrer un peu dedans et te faire plaisir. Et s'il faut remplacer par un footing, ça fait chier, quoi. Ouais. Donc sur le moment, ça fait chier. Jusqu'au moment où tu as compris que c'était ça le bon calcul et que c'est peut-être ça qui va te permettre de battre tes copains et tes copines. Et que c'est pas celui qui en fait le plus, c'est celui qui est le plus fort le dimanche. Et même par genre, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes, non, c'est bien réparti. Alors je vais faire attention là-dessus parce que je vais me faire tirer les oreilles, mais j'aurais tendance à te dire plus souvent chez les femmes. Ouais. Mais avant tout, et je vais me rattraper entre guillemets, c'est que j'ai croisé quand même beaucoup plus de femmes sérieuses dans le sens
c'est carré, ça s'entraîne sérieusement, ça cherche pas d'excuses. Et le problème, c'est que du coup, elles sont peut-être un petit peu moins dans la négo que certains hommes. Ouais. Quand le mec saura te dire parfois pour essayer de négocier, non mais t'es sûr, je suis un peu fatigué quand même aujourd'hui. Alors que toi, t'as tous les signes qu'il est pas fatigué, tu lui dis non mais attends, on y va, et pire si je me suis trompé, on corrige le tir. Et j'aurais tendance à dire que ça arrive plus souvent chez les femmes, mais en disant plus souvent, évidemment, ça arrive aussi chez les hommes. Ouais. Donc le surmenage, souvent... Et attends, je rajoute un truc qui est important pour moi. Je t'ajoute quand même que l'homme n'est pas une femme, et la femme n'est pas un homme, et qu'au-delà des aspects potentiellement psycho que je viens de citer, ne jamais oublier que la femme, si elle est en bonne santé, tous les mois il se passe quelque chose. Ouais. Et que ça c'est pas assez pris en compte. Et qu'évidemment, dans ces périodes de menstruation, etc., on sait que la charge est plus complexe à tolérer. Et que peut-être que le point de départ, il est là aussi. C'est que le coach prendra rarement ça en compte. Et la femme, parce que c'est un sujet, je pense, un peu tabou en France, ira d'elle-même pas dire non, mais aujourd'hui, je pense que j'ai le levé-pied. Je dors pas depuis 3 jours, je suis de mauvaise humeur, rien va. Je vais faire un petit footing dans mon coin. Et ça, toi, maintenant, avec le temps, tu as pris le réflexe de demander à tes athlètes systématiquement ça? À quelle période du cycle tu es? En tout cas, j'essaye assez rapidement, quand la confiance est là, de leur montrer que pour moi c'est un sujet important, mais qu'elles n'ont pas, si elles n'ont pas de détails, etc., c'est tranquille, step by step. Et pour le coup, plus ça va, plus j'ai vraiment des preuves. C'est horrible de dire ça, parce que je le prenais peu en compte au début de ma carrière, et c'est une réalité. Et je pense que c'est lié au fait que personne ne le prenait en compte. Et que plus ça va, plus j'ai des preuves que ça a un impact énorme, mais aussi que c'est ultra individuel. Et ça, c'est important que je le dise. Le peu qu'on a sur la science sur le sujet, pardon. Je crois que ma phrase n'était pas française, mais vous avez compris. C'est qu'il y a il y a une tendance sur ce qui se passe en fonction de la période des cycles. Mais on se rend compte que c'est ultra individuel d'une femme à l'autre. Ouais. Donc on parlait de charge avant. Pour moi, la meilleure chose à faire, c'est des athlètes féminines. C'est déjà de créer un climat de confiance là-dessus. Alors déjà, s'il n'y a pas de confiance sur les autres sujets, il n'y en aura jamais là-dessus, évidemment. Déjà de créer un climat de confiance surtout. Et ensuite, de ne pas hésiter à soit la femme elle-même, soit le coach, soit les deux, de bien noter les choses toutes les semaines pour prendre du recul au bout de 5-6 mois, pour se rendre compte que, je me rends compte que tous les 15 du mois, on mettait une VMA le mardi, ça ne marchait jamais. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent le 15 du mois? Et oui. Ouais. Et peut-être que la 2e, 3e semaine du mois, maintenant, tous les mois, on va la faire un petit peu différente pour toi et tu reprendras le collectif avant et après. Et ça, je sais pas si tu le sais, mais j'avais eu une kiné, Agathe Gauthier, en podcast qui me parlait de ça justement. Elle me disait qu'il y avait un lien scientifiquement prouvé entre le RPE et la phase du cycle. Ouais, mais c'est donc pas ça, étonnant. c'est vraiment demandé le RPE, elle disait avant une séance. C'est pas étonnant, et pour le coup, tu vois, j'ai une athlète que je suis dans le cadre de la fondation qui a un vrai impact des règles sur son état de forme, qui était très peu pris en compte par son entourage. Et ce qui est bien, c'est qu'elle, on lui fait un switch avec la Bagoura, alors qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas, nous on voit des augmentations de température, des augmentations d'EFC, un HRV qui s'écroule, etc. Qui se répètent tous les mois. Donc on reprend mon exemple du 15 du mois. Donc moi, ce qui est bien, c'est que j'ai pu aller voir les coachs en disant, regardez, moi je suis pas pour vous mettre en cause votre entraînement, mais vous voyez bien que tous les 15 du mois, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Et comment... je suis fatigué, j'ai oublié ta question, mais pour le coup, elle, ça se confirme vraiment. Ça a pu être un point de discussion avec ses entraîneurs. Et bizarrement, c'est ça que je voulais te dire, c'est que quand ses entraîneurs ne changeaient pas la charge, nous, ce qu'on voyait tout de suite, tu parlais d'augmentation du RPE, c'est qu'elles sont senties de charge exploser. Ouais. Donc si tu prenais semaine par semaine, tu avais une semaine qui était beaucoup plus haute que les autres. Alors que si tu prenais la charge externe des coachs, tu pouvais dire, non, c'est exactement la même semaine que la semaine d'avant, quoi. Ouais. Pour en venir au surmenage, donc quels sont les marqueurs objectifs, si on prend simple, sans aller dans un labo de BICEP, comment le gars sait qu'il est en surmenage? Parce que souvent on se ment à soi-même, des fois on regarde, comment une personne de bon niveau peut le savoir? Alors écoute, on va aller direct sur les conclusions de ma thèse. En gros, ma thèse c'était simple, c'était est-ce qu'il y en a qui marchent mieux qu'un autre? Qu'est-ce qui est déréglé au niveau psychophysio? On a fait les deux. Et du coup, dans ce qu'on a trouvé comme dérèglement, qu'est-ce qu'on peut redonner ensuite, nous, à l'époque, aux entraîneurs des équipes de France de tri? Parce qu'en l'occurrence, si tu te doutes bien, ma thèse, bien que ce soit publié, l'idée, c'était on va jusqu'au cycle de Rio et rien n'est public comme on le fait là. Ça doit être, quelque chose d'utile pour les athlètes pour Rio. Et en l'occurrence, on parlait de Vincent en intro, pour un mec comme Vincent qui était dans les favoris à Rio à l'époque.
Alors, dans ce que vous pouvez utiliser au quotidien, logiquement, vous avez à peu près tous un cardio, globalement, je pense. Si vous n'en avez pas, c'est pas ce qui est le plus coûteux. On s'est rendu compte que à toutes les allures, donc de l'allure facile à une allure élevée, globalement, tu as le cardio qui est bridé. Ouais. Donc, tu parlais, mais Annelle, d'une séance à l'autre ou une accumulation de séances? Non, moi, ce que je vais te dire, c'est tout allait bien le mardi, ça ne veut plus le samedi. Sur ton footing d'échauffement de 20 minutes où tu fais le même tour que d'habitude, si j'ai une bêtise, tu avais 130 pulses d'habitude, on va voir qu'elles sont à 122 par exemple. Ouais. Du mardi au samedi, tu n'as pas pu progresser de 8 pulses, c'est pas possible. Ou alors tu étais totalement désentraîné, tu n'as rien fait pendant 6 mois. Là, c'est un autre sujet. Donc ça, pour le coup, c'est facilement mesurable. Évidemment, il ne faut pas comparer des choux et des navets. Si vous le faites, il faut toujours que ce soit sur des entraînements qui soient comparables. Donc en course à pied, l'allure, c'est le plus simple, c'est sur le même parcours, évidemment. Mais globalement, je pense que tous ceux qui ont une FC, ils ont l'habitude de regarder leur FC, ils vont vite voir si ça répond bien ou si c'est bridé. Je pense qu'on sait tous à peu près regarder les choses et au pire, si on a un doute, pour moi, c'est quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Au pire, saute la séance aujourd'hui. Pourquoi je t'ai parlé de la basse intensité? Parce que nous, les premières recherches, on les a surtout fait sur la haute intensité. Évidemment, vous n'allez pas faire des VMA tous les jours. Mais retiens que tu n'arriveras jamais à atteindre ta FC max quand tu es cramé. Ouais. Donc sur une séance très intense, si tu vois que ça commence à être bridé à la fin, que tu n'arrives plus à monter, c'est quand même un signe. Tu parlais du RPE tout à l'heure. Si on reste sur la basse intensité, c'est là où c'est assez sympa aussi. C'est que sur une basse intensité, tu es censé dire « je trouve que mon footing, mon échauffement est facile ». Là, je ne te parle pas, tu as des grosses jambes ou quoi, hein, vraiment en allure, en ressenti d'allure. Le RPE, il va exploser. Ouais. Donc, tu vois, nous, à l'époque, pour que ce soit valide scientifiquement, c'est l'échelle de Borg, donc je pense que tu connais. Oui. Celle qui va de 6 à 20, mais si vous, c'est de 1 à 5, de 1 à 10, on s'en fout. Et sur celle de 6 à 20, ça prenait 2 à 4 points. Ouais. Sur des athlètes qui avaient un gros historique d'entraînement, quand tu leur dis cours à 10, 11, 12, c'est toujours le même RPE. Au pire, il y a un demi-point ou un point en plus parce qu'il a mal au canne de la veille. Et pourquoi c'est important de mettre les deux? Parce que si tu suis mon raisonnement pour que ce soit aussi valide, évidemment, tout coach pourrait me dire oui, mais il baisse en FC parce qu'il a progressé. Non, s'il progresse, il n'explose pas son RPE. Ouais. Et si on reste sur la FC, c'est ce qui est le plus, peut-être pas le plus facile à mettre en place, quoique, mais en tout cas pour nous le plus puissant, c'était la FC de récup. Donc en gros, tu coupes ton effort. Pendant 1 minute, tu ne parles pas, tu ne bouges pas. Tu regardes ta FC post 1 minute. Donc on reste sur mes 130. Admettons c'est 90, donc ça va faire 130 moins 90, 40. Ça, c'est ta fréquence cardiaque de récup. Et on s'est rendu compte chez les gens surmenés, et du coup évidemment pareil pour les stades de fatigue suivants, que tu récupérais beaucoup plus vite. Ouais. Donc on ne va pas regarder si c'est 90 ou 80, on va regarder de nouveau l'écart. Si c'était 40 avant, ça va être 50 à 60. Tout simplement parce que les systèmes nerveux, donc le système nerveux sympathique, le frein à main, le système nerveux parasympathique, le système nerveux, excuse-moi, le système nerveux sympathique appelle l'accélérateur, le système nerveux parasympathique, le frein à main. T'en as un qui est plus du tout sensible, ça s'appelle l'accélérateur. Le frein à main, il est tout le temps levé. Et plus tu es bas en intensité, plus il est levé, ce qui est logique. Et du coup, là, on le voit le plus. Et plus l'intensité est basse, plus on le verra. Ouais. Parce que le frein à main est plus impacté qu'appelle d'accélérateur. Donc évidemment, s'il est plus levé, il a plus de facilité à finir de se lever. Et c'est Je le fais très simple. Et c'est important de le savoir, ça, parce qu'intuitivement, on pourrait se dire la fréquence est plus basse, il est plus en forme, comme Carrément. tu disais tout à l'heure. Ouais. Et pour le coup, là où tu as raison, c'est que les 3 marqueurs qu'on vient de citer, sauf le RPE qui irait dans l'autre sens, du coup la FC, là on les décrit dans un sens de bonne forme. Moi je ne suis pas en train de te dire teste-toi en janvier comme en ce moment et plus tard au mois de mars à l'approche des France de cross pour prendre des crossman. Évidemment, si tu es en début de prépa de cross et enfin, logiquement ta FC sera plus basse à basse intensité parce que tu fais de l'aérobie majoritairement pour préparer les crosss. Et globalement, plus tu as une forme aérobique, plus tu as une base aérobique qui est forte, plus ton frein à main est robuste, ton air vague, et donc plus tu récupères vite. Ouais. Donc là, c'est plutôt l'inverse. Et ensuite, sur d'autres marqueurs, sauf que tu avais des questions peut-être? Non. Donc là, pour le coup, nous, ça a été les marqueurs où on s'est dit, scientifiquement, ça sort à chaque fois. Statistiquement, c'est hyper puissant parce que tout le monde tire dans le même sens. Et pour nous, à l'époque, les triathlètes élites, on s'est dit, les mecs font 30 heures par semaine avec une grande dominante aérobie. Logiquement, c'est le plus simple pour eux, plutôt que d'aller dans un labo, comme tu l'as dit, on va faire une prise de sang à l'effort, etc., etc. Et sur d'autres dérèglements pour moi qui sont hyper importants, on parlait du sommeil tout à l'heure.
évidemment, pour vous, l'objectiver, c'est pas ce qui est le plus simple. Mais logiquement, quand tu travailles sur le sommeil, et c'était mon cas, tu te rends compte que quand objectivement un athlète dort moins et dort moins longtemps, il sait déjà le lendemain. Parce que tu vois bien que tu récupères pas, que tu as beau parfois pas savoir que tu as mal dormi parce que tu penses avoir dormi, tu sens bien que tu récupères pas, que tu dors mal. Ça, c'est un vrai signe. Et pour le coup, tous les surmenés fonctionnels dormaient moins et moins longtemps, moins bien et moins longtemps, pardon, alors qu'ils passaient autant de temps au lit qu'ils se couchaient à la même heure. Ouais. Donc c'est très clairement qu'il y a un dérèglement physio sur le sommeil. Sur l'immunité, tous avaient les globules blancs qui explosaient, donc les défenses immunitaires. Tous ne tombaient pas malades parce que tu ne croises pas forcément un virus tous les 4 matins, mais en majorité, donc statistiquement ça sortait, ils tombaient malgré tout, en majorité ils tombaient malades. Donc si tu commences à voir que tu récupères mal, tu as l'impression que ta FC répond pas très bien, que tu dors mal, bon, pas besoin d'aller dans un labo pour te dire qu'il y a un lézard. Pour moi c'est important toujours de reparler de ces 2 autres facteurs. Quand on a regardé ce qui se passait au niveau psycho, pareil, il y a un gros dérèglement au niveau psycho que nous on a pu objectiver dans une IRM, où tu as une zone qui s'active qui n'avait été prouvée à l'époque que sur les gens en burn-out, donc chez des gens vraiment dans le dur mentalement, pour des vrais problèmes dans la vie et pas juste parce qu'ils faisaient trop de sport. Et c'est quelle zone du cerveau, tu sais? Je pourrais te le retrouver parce que j'avoue que c'était pas ma partie à moi, mais si tu veux je te la donnerai, tu la mettras en commentaire. C'est vrai que le burn-out, on n'en a pas parlé, scientifiquement ça existe le burn-out sportif ou c'est en gros du surmenage fonctionnel? Alors, attends, je te finis juste là-dessus, Je te garde ta question. Et surtout, elle s'activait seulement quand on avait pour nous, en fait, c'était fait pendant des tâches cognitives. Donc, pour ceux à qui ça ne parle pas, c'est des petits jeux où c'est vert, tu cliques à gauche, c'est droite, tu cliques à droite. On te donne plein de lettres. Chaque seconde, tu as une lettre. Quand tu as une voyelle qui est apparue 3 fois avant les consonnes, tu dois cliquer à gauche. Si c'est 4 ou 5 fois, tu cliques à droite. Etc., etc. Et la seule fois que ça s'activait, c'était sur des choix où nous, on leur proposait très peu d'argent tout de suite ou beaucoup d'argent dans 3 semaines. Enfin, beaucoup, c'est relatif. En gros, c'était 20 balles tout de suite ou 200 ou 300 balles dans 2-3 semaines. Quand ils étaient frais, je faisais toujours la grosse somme plus tard. Quand ils étaient cramés, je faisais tout le temps la petite somme tout de suite. Donc, on appelle ça un choix impulsif. Ouais. Et seulement quand il y avait ce choix impulsif, la zone du cerveau s'activait. Ouais. Et pour le coup, les gens à qui on a fait ça sont des vrais spécialistes du cerveau. Moi, j'y connais rien en cerveau. Et eux étaient comme des dingues quand ça s'allumait, parce que la première fois que ça s'allume, ils sont « Oula, attends, là, il y a un problème ». Puis une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois. Et eux étaient comme des dingues parce qu'évidemment, c'est leur spécialiste. Ils disaient « Mais là, on a trouvé un truc de fou parce qu'au niveau scientifique, les seules fois où ça sort, c'est chez des gens où on a validé qu'il y avait un burn-out ». Ouais. Et ça, pardon, je rebondis, mais ça peut se traduire par des choix tout bêtes dans la vie, j'imagine. T'es surmené, t'es au feu rouge, plutôt, tu t'engueules tout de suite avec le mec, j'imagine. Totalement, et je te donne 2 exemples concrets. Pourquoi on a creusé ça? Parce que sur la recherche qui a été faite en amont de ma thèse, j'en ai déjà parlé dans plein de podcasts, mais pour moi c'est intéressant de le redire, elle avait été commandée par la FLD, donc l'Agence française de lutte contre le dopage, parce qu'ils s'étaient rendu compte que un certain nombre d'athlètes dopés, ou à conduite dopante, ce qui n'est pas la même chose. Et bon, dans tous les cas, tu fais quand même un choix qui n'est pas super. Post-carrière, quand ils acceptaient de se livrer, donc là, je ne parle pas d'un dopage étatique, d'un dopage, etc., etc. C'était vraiment un choix personnel. Il avait été parfois fait dans des périodes de leur vie où ils avaient une surcharge, qui pouvait être physique, mentale. Donc la physique, ça peut être celle dont on parlait. La mentale, tu parlais tout à l'heure de ça. Ça peut être... je sais pas, mon coach est mal intentionné, mais une pression de dingue, à un moment donné, je craque. Ça peut être, j'ai perdu tous mes sponsors, dans 6 mois, il y a les jeux. Enfin, toi, des choses où on ne s'en rend pas assez compte quand on est derrière notre télé, mais le haut niveau n'est pas forcément facile tous les jours dans certaines disciplines de l'athlète. Dans d'autres, il y a un peu plus d'argent maintenant. Tant mieux pour eux, pour les athlètes. Et c'est là que ça guide leur choix d'aller se doper, j'imagine. En tout cas, encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais eux nous ont livré, évidemment, je n'ai pas les noms, etc. Mais qu'ils voulaient vraiment creuser le sujet, parce qu'ils avaient l'impression que quand les athlètes étaient cramés, que ce soit dans la tête ou dans le physique, parfois certains... Et surtout, les athlètes leur disaient « Je ne me suis pas dopé pendant 10 ans, je ne comprends toujours pas pourquoi je me suis dopé, si ce n'est qu'à cette période, il y avait ça. Ouais. » Et là où tu as raison, c'est que nous, donc c'était toujours sur des triathlètes, évidemment, nos études. On a fait on a fait 3 études, mais toutes n'ont pas été publiées, parce qu'ensuite on a abandonné la recherche avec Yann. Mais en volume, ça fait quand même 150 athlètes, donc ça commence assez robuste. Et ce qui est marrant, c'est que tous sont devenus, à l'époque, étaient presque des potes, parce que tu les croisais toutes les semaines. Pour certains, sont devenus des potes d'ailleurs.
et du coup se livrer très facilement. Et ils allaient arriver pour faire leur test, ça allait être putain, Yann, Annelle, vous me cassez les couilles, peut-être parler comme ça parce qu'ils sont cramés. Avec votre étude, j'arrête pas de m'engueuler avec ma femme, mon manager il en peut plus de moi, etc., etc. Et donc eux, clairement, te livraient qu'ils étaient impulsifs, surtout qu'ils démarraient au quart de tour, qu'ils étaient irritables, qu'ils insultaient des gens qu'ils n'avaient jamais insultés, etc. Et la dernière chose que j'allais t'ajouter, c'est qu'ils avaient des comportements alimentaires qui leur ressemblaient plus aussi. Ouais. Donc là où ça se caractérise bien chez des triathlètes, c'est que souvent le triathlète, donc tu vois, nous c'était des triathlètes de niveau national, donc c'est des gens qui s'entraînent presque comme des pros, mais qui sont étudiants ou qui ont un petit boulot, et qui du coup sont ceux qui souvent font grave le job. Donc ils vont bien manger. Et là ça va être, j'ouvre le placard, je mange des chips, des pépitos, je défonce tout, je me reconnais pas, mais en fait je me contrôle pas, quoi. Ouais. Et là encore une fois où c'est rigolo et intéressant, c'est que avant ma thèse il y avait 2 études, il y a celle de la FFD et une sur la nat synchro, qui est l'un des sports qui s'entraîne le plus à l'INSEP avec la GRS et la gym. Et elles sont très souvent, enfin en tout cas à l'époque elles étaient souvent très fatiguées, même plus que fatiguées. Et alors que c'est un sport d'esthétique où elles font très attention à ce qu'elles mangent, quand nous on quantifiait, elles mangeaient autant de calories que quand elles étaient fraîches. Mais quand elles étaient cramées, elles mangeaient du coup les mêmes calories mais en mangeant 2 chips et un pépito, quoi. Ouais. Donc évidemment pour tolérer 60-70 heures d'entraînement ce qu'elles faisaient, ça devenait un petit peu compliqué, quoi. Ok. Donc dans les signes on peut mettre en gros les choix compulsifs qu'on faisait peut-être pas avant, quoi. C'est ça. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que du coup on n'a pas parlé de toutes les comment dire, ce qu'on a découvert au niveau scientifique, mais j'ai envie de te dire que tout ce qu'on discute découle des découvertes scientifiques. C'est que sur tous les marqueurs, quand tu es en surmenage, à partir du moment où tu as récupéré, et souvent c'est l'affaire de quelques jours et quelques semaines, ça revient vite, tout revient au niveau d'avant. Ouais. Sauf que du coup tu t'entraînais dur pour rien. Ouais. Donc ta VO2 revient comme avant, ton unité de gestion systolique revient comme avant, ta pression artérielle revient comme avant, tous les autres marqueurs qu'on a discuté avant reviennent nickel, tu redors bien, etc. Sauf que tu n'as pas progressé. Ouais. Donc c'est un peu dommage. Un petit mot sur le burn-out sportif, du coup, ça existe ? Oui. C'est quoi la différence ? Pour moi, il n'y en a pas, dans le sens où, en fait, si tu veux, pour moi, le mot nous renseigne sur quelle est la raison de ta fatigue. Là où je m'explique, c'est que, tu vois, sur ceux qu'on a pu tester ou ceux que j'ai pu rencontrer ensuite dans le haut niveau, c'est que j'ai en tête plein de situations où tu peux te dire, là, l'athlète, il ne va pas craquer, tout va bien. J'ai pas surchargé, dans mon étude, c'est le groupe contrôle, etc. Et quelque chose dans sa vie fait qu'au niveau mental, il explose en vol. Ouais. Et quand nous, on l'a en test, ça tient pas. Quand on regarde les marqueurs physio, psycho, etc., ça répond comme quelqu'un qui s'est trop entraîné. Donc j'aurais tendance à te dire que c'est le même combat. Et que du coup, l'entraînement, que tu t'entraînes tout seul ou que tu es un entraîneur, et on revient à l'empathie d'un Philippe Lucas. C'est pour ça que c'est important de s'intéresser pas qu'à ce qui se passe à l'entraînement. Parce que si dans sa vie de tous les jours, il y a des choses qui créent une forte charge mentale, dans la tête, ça va plus tenir. Et si dans la tête, ça tient plus, dans le physio, ça explose. Ouais. Et pour le coup, tu vois, j'ai des cas concrets l'année dernière, tout frais. À la fondation, j'ai un athlète qui n'est pas dans la clé, qui a perdu son frère, qui a eu différentes périodes compliquées dans la tête au cours de la saison. Et nous, sur les marqueurs physio, on voyait qu'il y avait un fort stress qui faisait que que ça n'allait pas. Donc quand je demandais à l'entraîneur, waouh, là en ce moment c'est vraiment compliqué, fais gaffe sur la charge, le coach des fois pouvait me dire non mais là moi je décharge à fond en ce moment. Et quand j'avais l'athlète, c'était mais en même temps, en ce moment je pleure toute la journée, je dors pas de la nuit. Ouais. Là la charge a été clairement mentale. J'ai, tu vois, un autre athlète qui a eu des problématiques aussi, qui sont pas liées à la perf, mais qui ont un gros impact sur son niveau social, perte de contrat, etc. Et alors qu'encore dans les radars olympiques, et du coup très compliqué de se projeter. Phase de coupure parce que besoin de récupérer, et pour autant il explose en vol parce que tout ce qui entoure le sport était très compliqué. Ouais. Et du coup le burn-out, ça peut être aussi trop de courses, trop de voyages. Pour en venir à la fréquence cardiaque, moi c'est très clair chez moi quand je suis fatigué, c'est impossible de monter dans les tours, c'est bridé comme tu dis. Mais il me semblait avoir lu dans ta thèse que ça pouvait être le contraire aussi. Ça peut pas être l'un et l'autre. Alors, la fréquence cardiaque, je pense que tu as trouvé ça dans la revue de littérature. Ok, il me semblait avoir lu ça. Et ça c'est intéressant, mais je vais t'expliquer pourquoi elle peut monter parfois. En fait, si tu veux, avant ma thèse,
Et depuis, il y a eu d'autres travaux de recherche qui sont partis des mêmes principes que nos travaux avec Ian. C'est qu'à chaque fois qu'on parlait de fatigue, on n'objectivait pas la fatigue. Ouais. Comme Meuzan le demandait, est-ce que tu passes la perf ou pas? Parce qu'à l'époque, on pouvait le faire que comme ça. Donc ça pouvait être du coup soit le scientifique, soit l'entraîneur, soit l'athlète qui allait dire « Moi, je me sens très fatigué. » Ok, Ouais. et on regarde ce qui se passe. Et ensuite, tu creuses. Quelle est la population, comment ils sont entraînés, etc. Et du coup, le point de départ de la thèse, c'est déjà de se dire il va falloir qu'on fasse un groupe fatigue aiguë, un groupe surmenée fonctionnelle, juste est-ce qu'ils passent les séances ou pas. Et donc, l'augmentation de FC, elle peut être liée à plein d'autres choses. Et en l'occurrence, il y avait des travaux de recherche où tu as un mec qui s'appelait Lehman qui a fait beaucoup de choses pour la compréhension de la fatigue. Par contre, il a certains de ses travaux de recherche, il doit dire j'ai l'impression que la FC, elle monte. On ne sait pas s'ils sont fatigués. Ouais. Et en l'occurrence, lui, sur ses études, tu vois, par exemple, il allait leur demander de s'entraîner plus, mais de manger moins. Ouais. Bon, bah déjà, qu'est-ce qu'on regarde, comment on le regarde, tu vois. Bref, et du coup, le recul que je peux te donner là-dessus, pour avoir pas mal quand même étudié l'AFC sur des athlètes, état de santé, mauvais état de santé, donc rhume, grippe, gastro, ce que tu veux, souvent dès 2-3 jours avant, quand tu commences à lutter contre le virus, nous on voit déjà une FC qui monte. Ouais. Donc c'est ce qui est intéressant pour des athlètes qu'on suit au quotidien, c'est que parfois on peut se dire « Ah, j'ai un petit doute ». Dans le doute, mais pas d'intensité, parce que c'est le meilleur moyen de faire double jeu avec tes défenses immunitaires. Donc lève le pied, puis j'espère me tromper, comme ça au moins tu seras justement entraîné. Mais pour le coup, quand tu es malade, ça monte vraiment beaucoup. Ouais. Et ça monte déjà un peu en amont. État de stress important, donc tu parlais du psycho tout à l'heure. Manque de sommeil, et surtout plus que manque de sommeil, mauvais sommeil. Mauvais jet lag, mauvaise gestion de la nutrition. Tu vois, tout ça, c'est des petits facteurs qui peuvent faire que ta FC monte. Ouais. Mais du coup, c'est aussi un élément intéressant parce que tu vas tomber malade dans 3 jours, tu n'es pas encore cramé. Tu as un doute d'être malade. Si tu t'entraînes dur et que tu vas avoir une gastro, là, tu es sûr que tu vas être cramé. Ouais. Tu dors mal, ta FC elle est trop haute, bah, lève le pied. Ouais. Encore une fois, si tu dors mal plusieurs jours de suite. En 2 mots, les marqueurs technologiques, là, les montres Garmin ou Whoop sur le surmenage, ça, c'est valable selon toi? Bah, alors je vais te faire une double réponse. Moi, j'ai beaucoup de mal dans mon quotidien parce que, en fait, si tu veux, les montres fonctionnent à partir de principalement une chose, le recueil de data qu'ils ont fait sur des milliers de personnes. Ouais. Et moi, dans le haut niveau, c'est très complexe, surtout dans certaines disciplines, parce que des fois, j'ai des ovnis qui répondent à l'inverse de ce que nous enseigne la science. À la fois dans leur capacité de récup, dans leur profil physio, etc. Et on est sûr de ça, la montre, au bout d'un moment, elle ne s'adapte pas à nous? Non? Je ne sais pas trop comment ça marche. Pour moi, c'est très compliqué parce que tu as des athlètes qui répondent mieux à certains types d'entraînement, qui parfois progressent plus vite parce que ça se passe bien dans leur vie, etc. Et au final, tu vois, me concernant, alors, moi, je traite quasiment plus du tout les données. Je les fais traiter par un collègue à moi, aussi pour qu'ils ne sachent pas ce qui se passe. Ouais. C'est une volonté de ma part, c'est que je ne l'informe de rien. Donc, si je te prends mes 2-3 exemples que je t'ai donnés, les menstruations, les trucs, les machins, il ne sait rien. Et quand il me dit « Anaël, je t'appelle parce que j'ai l'impression qu'il se passe un truc », je me dis « Il peut se tromper, mais s'il voit un truc, c'est pas bon signe et je vais appeler l'athlète et ou l'entraîneur. » Alors que si je l'avais appelé pour lui dire « Ah, tu pourrais regarder parce que ça fait 4 jours qu'elle dort pas bien. Ouais. » bah, il va être orienté. Et pour le coup, pour nous, c'est hyper important parce qu'encore une fois, nous, ce qu'on va chercher, et là où tu as raison, malgré tout, c'est qu'on va essayer d'avoir un maximum de data sur X semaines, mois, parce qu'on veut voir, c'est des variations. Ouais. Et si tu n'as pas une base de données, on reprend mon exemple de tout à l'heure, si demain, tes auditeurs se disent « c'est génial son truc, je le fais à partir de demain, puis au bout de 3 semaines, ça leur casse les pieds, ils arrêtent, et au mois de mars, ils ont un doute, ils disent « tiens, je vais refaire le test », je leur dis tout de suite, ils ne peuvent pas savoir. Ouais. Au pire, s'ils ont un doute, au pire, ils lèvent le pied. Donc non, moi, les montres, j'ai beaucoup de mal. Par contre, tu vois, j'ai eu la question justement au dernier stage par un athlète sur d'autres sujets où je leur disais qu'à l'inverse, là où je l'affirme pas du tout face à mes athlètes, je leur dis ça pour qu'ils se rendent compte aussi parfois des écarts types sur certains sujets très importants. Tu vois, tu prends je vais pas citer la marque, ta montre que tu as... Une Garmin, ouais. Voilà, tu l'as dit. Si je te dis, si tu me dis, Anaël, je mesure mon sommeil avec, je vais te dire la marge d'erreur est énorme. Ouais. Pour autant, plus j'ai des jeunes générations, je suis pas très vieux, mais en tout cas qui commencent à avoir un bel écart d'âge avec moi maintenant,
plus je me rends compte que faut surtout pas que je leur dise de pas le faire. Parce que très souvent, sur des sujets un peu comme ça, tu vois, sommeil, nutrition, enfin, des sujets où souvent, au premier abord, ils s'en fichent un peu, les écrans, j'en sais rien. Le jour où ils ont une technologie sur eux, ils se mettent à s'y intéresser. Ouais. Et bien qu'il y a un gros écartif qui, moi, me gêne sur le suivi, quand ta montre te dit que t'as vraiment, enfin, qu'il te manque 2 heures de sommeil, on ne sait pas si c'est vraiment 2 heures, mais en tout cas, c'est bien plus qu'1 heure. Ouais. Donc c'est l'info. Et du coup, moi souvent, ça me fait un point de départ où ensuite on peut creuser le sujet, en discuter, avancer. Et du coup, je me ferme plus du tout aux technologies pas valides scientifiquement. Il faut que tu aies ça en tête, hein, c'est que suivant les outils, 90 à 95% des outils n'ont pas été validés scientifiquement. Ouais. Donc, je pense que ça tu le sais un peu dans ton métier aussi. Et du coup, on te les vend pour 2 raisons. Le marketing qui est très bon et l'association avec des athlètes bankable qui est très bon aussi. Ouais. Et du coup, si l'athlète te dit « moi je l'ai au poignet tous les matins et samedi si je suis en forme », t'as envie de l'acheter. Ouais. Mais moi, tu vois, par exemple, le HRV, je prends beaucoup d'auteur. Surtout que je connais la complexité. Je sais que ça mesure qu'un truc. Je regarde jamais le chiffre brut. Mais c'est vrai que quand je suis malade, ça, je peux pas l'enlever à la montre. Il y a vraiment une variation par rapport à d'habitude. Et pour le coup, là où tu as raison, c'est que quand il y a des gros changements dans ta vie, ouais. Elle se trompera pas. Ouais. Et c'est là où c'est vraiment ça ce qui met la puce à l'oreille. Mais je regarde jamais les chiffres bruts comme ça. C'est juste que moi, évidemment, je suis un peu extrême et je sais pas... tu vois, je prends le triathlète olympique que j'entraîne. On s'en est déjà servi pour tester des choses à l'entraînement. Évidemment, si des triathlètes de distance olympique en équipe de France, je te fais pas un dessin, il est hyper robuste à la charge. Quand je lui tente, tu parlais des week-end chocs, un des premiers tests qu'on avait fait avec lui, c'était une journée un peu choc parce qu'il était hyper robuste à la charge. Son HRV, il va pas prendre 100 points, tu vois. Ouais. Donc la montre, elle va galérer, quoi. Ouais. Ta thèse, au final, tout était dans la question de départ et super bien posée. En gros, c'était le surmenage fonctionnel est-il un passage obligatoire pour performer? Ouais. C'est quoi la réponse? Bah, c'est non. C'est non. C'est non. C'est non. Bah, très clairement, pour le coup, je te confirme ça. Hein, c'est que je te le dis, sur ces 150 personnes qui ont fait les tests, qui à chaque fois étaient des périodes de 3-4 mois, hein, tu as dû le lire, à chaque fois, le fatigue aiguë supplante de très très loin le surmenage fonctionnel, qui est souvent pas mieux que le groupe contrôle qui en faisait pas plus que d'habitude. D'accord. Pour que les gens comprennent, en gros, c'était des triathlètes de niveau national. Il me fallait 2 ans de recueil d'entraînement. Que ça faisait face au moins 5 ans qui s'entraînent dur, donc c'était minimum 15 heures semaine, mais souvent du coup la moyenne était autour de 20 heures. Et ensuite, moi j'ai essayé d'extraire des semaines où je savais que ça s'entraînait solide, et je partais de cette base-là pour ensuite augmenter de 30%, parce qu'on s'était rendu compte que sur cette population, à 30%, il y en a qui sautent, il y en a qui sautent pas. D'ailleurs, ça c'est peut-être une question intéressante, pourquoi ils sautent et pourquoi ils sautent pas. Je réponds après. Si tu veux la poser. Et comment? Et du coup, le groupe contrôle allait s'entraîner comme les semaines classiques quand ils ont du boulot et qu'ils n'ont pas plus de temps que ça. Et du coup, les surmenés fonctionnels répondaient moins bien qu'eux après la période de récupération. Donc très clairement, non. Après, à un moment donné, pour progresser, il faut du stress. Ça, je pense que tu l'as compris pendant ma thèse. Je serais le premier à dire qu'il faut s'entraîner dur. Alors après, dur, ça peut être l'intensité, le volume, la muscu, l'altitude, ce que tu veux. En tout cas, il faut créer du stress. L'idée, c'est pas de créer du stress toutes les semaines, hein, c'est de le créer habilement à des périodes dédiées. Et qu'à un moment donné, si tu veux passer des caps, en tout cas pour quelqu'un qui s'entraîne sérieusement depuis des années, hein, si tu me dis que c'est un débutant, déjà faisons bien les bases, apprenons les bases, augmentons le volume, testons les différentes intensités, etc. Et si tu vois bien qu'à un moment donné, juste faire les bases, ça suffit plus, il faut créer du stress. Donc à partir du moment où tu crées du stress, tu prends des risques. Tu prends pas de risques, tu peux pas progresser. Et je te pose tout de suite la question, pourquoi certains sautent et pourquoi certains ne sautent pas? Ouais, et du coup, j'ai pas de réponse toute faite évidemment. Ce qu'il y a de cool, en tout cas dans le cadre de ma thèse, et c'est lointain pour moi, c'est qu'on avait quand même quelques gros clubs qui nous apportaient le plus de triathlètes, quelques gros clubs franciliens. Et du coup, ce qui avait de cool, c'était de voir que, donc je précise que des hommes, malheureusement, parce que sinon ça passerait pas au niveau scientifique. Si on avait des hommes et des femmes, on n'aurait jamais eu assez de femmes pour que ce soit robuste au niveau scientifique. Et ça, c'est évidemment très malheureux avec tout ce que j'ai dit en intro. Mais pour le coup, je me répète, pour faire des études de cas sur des athlètes élites femmes, ça répond pareil, si ce n'est qu'elles peuvent avoir d'autres facteurs de stress. Et aussi dans la vie de tous les jours pour certaines qui seraient mamans ou quoi. Et donc, évidemment, le plus important, ce sera l'inné. Très clairement, on n'est pas logé à la même enseigne. Donc, l'inné, c'est tes parents. Hein.
Ensuite, ce que tu as fait quand tu étais jeune. Et pour le coup, tu parlais du triathlon, c'est un cas concret. Depuis que l'environnement triathlon, quand c'est possible, parce que dans les clubs c'est parfois complexe, a compris l'importance du volume à partir de la puberté pour pouvoir encaisser des fortes charges quand ils sont adultes, on voit bien que ceux qui n'ont pas pu le faire, il y a une vraie diff. En gros, plus tu as fait de sport jeune, plus tu vas le tolérer plus tard, quoi. Très clairement. Et tu vois, chez les triathlètes, on s'en rend vraiment compte, ou pour le coup, on sait que la charge doit être très forte chez les élites maintenant. Des triathlètes qui ont des environnements clubs qui n'ont pas pu, parce que malheureusement, dans tous les clubs, on ne peut pas s'entraîner 2 à 3 fois par jour, et puis il y a l'école aussi. Alors qu'ils sont champions du monde junior, certains, quand ils commencent à s'entraîner comme il le faudrait chez les élites, ça passe pas. Ouais. Donc bon, évidemment, ce serait un raccourci de s'entraîner comme les autres, donc il faudrait peut-être mieux en faire moins. Et tu ne pourras pas atteindre le niveau olympique en faisant, malheureusement, avec 15 heures semaine, ça ne passera pas. Ouais. Donc, ton idée, ce que tu as fait quand tu étais jeune. Et ensuite, j'ajouterai en troisième, qui du coup, pour la majorité de tes auditeurs, pour moi, est le plus important, c'est tout ce qui se passe autour de ta vie. Ouais. Autour de ta vie sportive, pardon. Donc, dans ta vie. Et là, pour le coup, moi, c'est concret régulièrement et j'ai envie de te dire presque même toutes les semaines. Je te prends Aurélien, je pense que tu ne travaillerais pas en secret en disant ça, il ne m'en voudra pas. Aurélien, il est paysagiste dans sa ville. Il a à mi-temps... Le marcheur, là. Le marcheur, ouais. Qui, je ne sais pas si tu as suivi, il fait 5 et 4 au monde. Et quand il fait 5, il est champion du monde à 3 bandes de l'arrivée, mais il a des crampes qui font qu'il fait 5. Mais on peut se dire que c'est quand même l'un des meilleurs au monde. Il aurait dû être champion du monde la prochaine. Et Aurélien, du coup, en fait, pour que tu comprennes son quotidien, il a une CIP, donc c'est les contrats d'insertion professionnelle que tu négocies avec l'ANS et ta Fédé, pour être à 50%. Il a négocié son 50% comme ça. Quand il est à la maison, il travaille à plein temps pour se libérer l'autre 50% pour aller en stage et en compète. Ouais. Donc là, tu vois, typiquement, à partir de janvier, il va faire beaucoup de stages et il n'en a pas fait du tout depuis les mondiaux. Et il a une petite fille, je pense que tout le monde l'a compris, enfin l'a su au JO, pardon. Je sais pas si c'était celui qui est né là. Je me rappelle plus. Elle est née la nuit de sa course. Ah oui, exact, oui. Ça avait fait un peu le buzz. Oui. Et bref, et pour différentes raisons professionnelles, sa femme n'est pas là une partie de la nuit, enfin pour différentes raisons, pour son travail. Donc il gère la petite une bonne partie de la soirée et de la nuit et tôt le matin quand sa femme dort. Donc je te fais pas un dessin entre son travail et la petite. Ouais. C'est un petit peu occupant. Et depuis le retour des mondiaux, c'est quasiment impossible de lui faire passer de l'intensité parce qu'il est sur le fil tout le temps, parce que grosse charge externe. Là, on est parti à Montegordo. Alors, évidemment, il a de l'expérience et beaucoup de choses derrière lui dans l'entraînement, s'il n'aurait pas ce niveau-là. Et c'est assez fou parce qu'en 2-3 jours, libéré, et là, on peut lui mettre des charges qu'à la maison, en 3 jours, il leur explose en vol. Ouais. Tu parlais quand tu étais dans le vélo que tu avais un budget pour la récup. Ouais. Je vais te poser une question simple. Ouais. Il y a quoi pour lutter contre le surmenage fonctionnel à part le repos? Déjà, pour moi... Au moins, ça coûte pas cher, quoi. Ça coûte pas cher. Le plus dangereux, c'est l'intensité. Ouais. Donc, encore une fois, quand tu as un doute, fais pas d'intensité. Et pour le coup, je pense que si on parle vraiment de course à pied, entre le travail technique, l'aérobie, voire certaines choses à faire en muscu et ou de la mobilité, je pense que les 4, on les bosse jamais assez quand on est amateur. Parce que l'aérobie, c'est chiant, parce que la muscu, je sais pas trop quoi faire. Ouais. Parce que la technique, moi de la technique, jamais de la vie. Mais il suffit d'aller regarder courir des amateurs pour comprendre qu'il faudrait peut-être mieux faire plus de technique et moins d'intensité. Et qu'ils courraient bien plus vite avec moins d'intensité et plus de technique. Donc déjà, dites-vous que quand il y a un doute, allez chercher dans tout ça. Il y a peu de risques que vous augmentiez votre fatigue avec ça. Et au pire, comme tu l'as dit, si tu as envie de rien faire, c'est pas un jour ou deux qui va changer quelque chose. On ne se désentraîne pas, même en 4 jours, on ne se désentraîne pas. Au contraire. Et toi, l'argent, tu le mettais où alors dans le cyclisme? C'était de la cryo? Alors du coup, pour finir sur s'il y avait vraiment besoin de booster la récup, tu parlais de cryo. Alors pour le coup, je ne suis pas à vous dire aller à la cryo toutes les semaines, mais la cryo a vraiment fait ses preuves. En fait, ce qui est intéressant sur la récup, c'est que maintenant en 2026, on sait à peu près chaque aide externe sur quoi elle joue majoritairement. Toi, tu sens que tu récupères plus, mais elle joue surtout sur quoi? Et en l'occurrence, la récup a un vrai boost nerveux, la cryo, pardon, sauf que ça coûte cher. Ouais. C'est souvent 50, 60, 70 balles la cryo. Mais du coup, je suis juste en train de vous dire, si 1 ou 2 fois dans la saison, tu as un gros doute, c'est le moment de te payer une cryo. Si tu peux pas aller à la cryo, un bain froid, très froid,
donc 10-12 degrés, donc vraiment froid. Les récepteurs nerveux, ils sont sur le pubis et sur la nuque. Donc, sur la nuque, c'est moins rigolo. Mais ce sera un peu moins efficace qu'une cryo, mais ça marchera déjà très bien. Donc tu remplis ta baignoire, tu blindes de glaçons, parce que l'eau ne sera pas assez froide au robinet. Bon, c'est pas très écologique, mais 3 fois dans l'année, c'est pas très grave. Ouais. La cryo, c'est pas très écolo non plus, donc c'est 3 fois dans l'année, c'est pas grave. Pour le coup, le sommeil, et notamment le sommeil profond, hyper impactant. Donc évidemment, ça va prendre un petit peu plus de temps qu'une cryo, mais ça sera très impactant. Et souvent, quand t'es cramé, la sieste, il n'y a rien de plus efficace. Donc va me faire une sieste royale d'1h30, 2 heures, il n'y a aucun problème. Au pire, tu viendras pas t'entraîner ce soir. Couche-toi tôt. On sait que tout ce qui est fruits et légumes colorés, donc jaune, orange, rouge, aura de l'impact. Mais encore une fois, c'est pas un médicament miracle. Et bon, je pense que si tu commences à accumuler tout ça sur une semaine, ça va vite revenir. Si tu n'as pas attendu 3 mois. Et tu parlais de sommeil, la méditation, les choses comme ça, vous le préconisez? Alors oui, là où tu as raison, c'est qu'on sait que ça a un vrai impact sur le HRV. Ouais. Les exercices de respiration, de cohérence cardiaque. Et donc, si tu m'as suivi, le HRV il déconne vraiment. Donc déjà, tu vas essayer de le remettre un petit peu en place. Ça ne sera pas miraculeux. À minima, ça va t'aider à t'endormir facilement. Or, si tu m'as suivi, pourquoi les surmenés dormaient moins et moins bien? Il y avait 2 raisons principales. La première, c'est qu'ils mettaient énormément de temps à s'endormir. Or, c'est sur le premier cycle que tu chopes le plus de sommeil profond. Ouais. Donc, si ça peut t'aider à mieux t'endormir, c'est tout bénef. Et ils avaient énormément d'éveils nocturnes, mais ça ne rendait pas forcément compte parce qu'ils étaient très courts. Mais globalement, bref, on s'en fout des détails. Énormément d'éveils nocturnes, et d'autant plus sur la première moitié de nuit. Ouais. Donc là où c'est le plus important pour le sportif. Le HRV, s'il est mauvais un matin, tu décales une grosse séance? Forcément un autre jour? Pas forcément. Non? En fait, moi, je vois plus les choses de façon globale. Déjà, moi, l'avantage, c'est que, comme tu as dit, j'ai pas 40 athlètes. Et quand c'est d'autres athlètes où je fais que de l'accompagnement, je suis pas au quotidien avec eux et donc c'est plus efficace. Ouais. Déjà, qu'est-ce qui pourrait expliquer cette augmentation du HRV? Déjà, et moi, sur les athlètes de haut niveau, il ne faut pas que tu oublies que créer du stress, c'est normal et ils sont souvent capables de récupérer très vite. Ouais. Donc, moi, c'est Jeff Pontier qui m'a dit ça. Il m'a dit qu'avec quand il avait vraiment une séance importante pour ses athlètes olympiens, si le HRV est mauvais, il décale. Ouais. Mais après, là où je suis Jeff, c'est qu'encore une fois, je suis le premier, comme je te l'ai dit, à te dire qu'elle soit pas faite ou qu'elle soit faite 3 jours plus tard, ce qui compte, c'est pas d'exploser en vol. Donc, si pour Jeff, c'est douteux pour lui, encore une fois, pour moi, quand il y a un doute, il faut pas y aller. Après, c'est plus la connaissance de l'athlète, encore une fois. Je sais pas, tu as des athlètes qui peuvent répondre, qui peuvent booster dans le mauvais sens leur HRV suite à quelque chose. Par exemple, j'ai des cas concrets d'athlètes qui ils font une soirée pizza, ils ont le HRV qui est dégueulasse le lendemain. Ouais. Bon, si je vais m'interdire de faire une séance parce qu'ils ont bouffé des pizzas, c'est un peu emmerdant quand même. Ouais. Par contre, ça peut devenir un sujet parce que si c'est toutes les semaines, le samedi soir comme ça, et que tous les dimanches matins il y a une séance, juste mange la pizza un autre jour, s'il te plaît. C'est ça, le gars, s'il a une grosse séance le lendemain, j'espère qu'il va pas manger une pizza la veille. Tu sais, on voit tout à haut niveau, je pense que tu le sais. Ouais. Quelques questions pour finir. Ouais. Ta thèse, tu l'as faite en 2016. Il y a eu du changement depuis sur le surmenage, scientifiquement, des avancées? Plutôt des confirmations, je dirais. C'est bon signe. C'est très bon signe. C'est que les connaissances sont solides. Je t'apprends rien sur le fait que quand on fait de la recherche, il faut être humble. Et j'ai beaucoup t'affirmer des choses depuis tout à l'heure. Parce qu'on l'a fait quand même sur beaucoup d'athlètes, que moi je l'ai vu pendant 10 ans ensuite sur d'autres athlètes élites au quotidien. Normalement, si tu es un vrai chercheur, tu peux pas dire mes 5 papiers, c'est pour argent comptant. Ouais. C'est vraiment important que les choses soient confirmées. Et pour le coup, elles se confirment à chaque fois. Donc, et c'est juste qu'en fonction des personnes qui cherchent, ils vont des fois un peu plus s'orienter un sujet parce qu'ils sont dans le foot ou dans le rugby. Et donc, ils creusent un autre sujet. Mais tu vois, typiquement, moi, je l'ai revu dans le tennis ensuite. Enfin bref, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de discussion pour le coup. Et c'est pas que j'ai quelque chose à vendre, parce que j'ai rien à vendre sur le surmenage. Je ne vends pas d'outils connectés. Donc, Tu viens de la science pure et dure et tout, mais on se rend compte en parlant qu'au final, l'humain et le comportemental, ça reste au cœur de tout. Tu vois, Farouk, il me disait qu'il aimait bien entraîner au feeling et tout. Ouais. Aujourd'hui, on peut encore entraîner au feeling comme ça. Je pense. Ouais. Je pense parce que, tu vois, Philippe, c'est pareil. Philippe Lucas. Mais je pense que Philippe Dupont, pour citer un autre Philippe en athlète, c'est un peu pareil, je pense.
Si on se connaît peu, le peu que je connais lui, je pense que c'est ça aussi. Et je viens de la science pure et dure, ça se discute quand même. Mais j'ai mis un pied dans la science parce que l'accompagnement me faisait kiffer. Et pour le coup, moi, tu vois, au quotidien, j'utilise très peu d'outils et je pense beaucoup moins que des jeunes entraîneurs. Ouais. Parce que, encore une fois, si tu me suis, les réponses, tu les as en face des yeux. Et l'athlète, s'il commence à maîtriser tout ça, il doit le savoir lui-même. Ouais. Et j'ai envie de te dire, c'est même l'athlète qui devrait lui-même te voir pour te dire franchement, Anaël, là, je le sens pas, quoi. Parce que. Et pour le coup, là où je suis Farouk et les Philippe, c'est que je pense que beaucoup de jeunes entraîneurs universitaires, d'autant plus avec tout ce qu'on trouve partout maintenant, et là je parle pas de science, je parle plus des réseaux, bien que c'est intéressant aussi parce qu'on trouve plein d'infos, je pense qu'ils croient un peu trop que l'entraînement c'est de la science. Ouais. Et pour le coup, des athlètes qui visent des podiums olympiques, ils sont obligés dans leur quotidien, pas tous les jours évidemment, de faire des trucs de malade. Et tu vois, beaucoup c'est un cas concret facile pour moi et qui est récent. Aurélien, quand c'est le meilleur au monde aux mondiaux l'année dernière, il y a quelques mois, on a tenté des trucs sur la prépa, mais en ayant cette connaissance et ce recul, en se disant on va jouer avec la limite et quand on a un doute, on recule d'un pas. Mais il a fait des journées à 50, 60 bornes. Je peux te citer un cas concret et je pense qu'Aurélien ne m'en voudra pas. Il chope une intoxication alimentaire en pleine prépa. Il a 5 semaines de prépa. Je crois qu'on n'avait pas de l'avance avec tout ce que je t'ai expliqué avant. Il commence à remettre en route les 10 derniers jours. On s'était bien entraîné avant. Et c'est pas une intoxication, c'est une bactérie alimentaire d'ailleurs. C'est encore pire. Et le leader espagnol qui est champion du monde en titre, il lui dit écoute Aurel, samedi on fait un progressif de 30 bornes, est-ce que tu veux venir avec nous? Et Aurel c'est son point fort. Ouais. Donc il me demande, donc ça remet en cause notre plan alors qu'on avait, du coup on n'était pas en retard mais on se disait qu'on n'était plus en avance. Et du coup je lui dis écoute, moi je pense qu'il faut y aller parce que t'es quelqu'un qui aime la confrontation, que c'est ton point fort et que si tu bouffes l'espagnol, dans la tête tu vas être fort et lui ça va lui mettre un coup. L'espagnol le vendredi soir à 20h lui envoie un message, je suis désolé Aurel, on décale à dimanche. Et le lendemain, on avait prévu de faire de l'intensité 2 fois dans la journée et sur la piste, enfin bref, dont l'une sur la piste. Du coup, il me dit Anaël, on fait quoi? Je lui dis on change rien parce que si on change, ça veut dire qu'on veut pas être champion du monde. Ouais. Tant pis si on est fatigué le dimanche et au pire, tu te mettras à minable pour pas péter quoi. Et le hasard veut que le samedi soir, il se retrouve sur la piste en même temps que l'Espagnol, qui sont en train de faire une séance pour être en forme le lendemain. Et du coup, il n'a rien changé. Moi, j'étais pas là. J'étais à la maison, en l'occurrence. Et du coup, il a fait séance comme un sagouin. Et le lendemain, il a fait mal à la tête à l'Espagnol, qui a lâché. Et du coup, il est sorti de la séance en se disant mais là, je suis imprenable, quoi. Ouais. Et si tu me dis Anaël, au niveau scientifique, au niveau physio, je vais dire on a fait un enchaînement sur 2 jours qui est complètement débile, mais c'est pas grave, on va gérer les jours d'après. Ouais. Le lendemain, il est rentré à la maison. On a fait plus soft que prévu. Par contre... Aurélien qui était plutôt second rideau avant, il fait 8 au JO, il était plutôt le gars qui ramassait les morts et qui essayait de faire une place, là il s'est dit là je vais aller jouer avec les champions quoi. Ouais. Est-ce que du coup un bon entraîneur, et on finira là-dessus, est-ce qu'un bon entraîneur c'est ça, c'est quelqu'un qui a un bon feeling et qui sait s'adapter tout aujourd'hui en s'appuyant sur la science dès qu'il y a besoin quoi. Ouais, et pas le contraire quoi. Je te suis complètement et pour le coup qui a du feeling, qui a... Parce que tu peux plus non plus aujourd'hui te passer de la science quand même. Oui, je te suis. Mais encore une fois, la science, oui, on peut plus s'en passer. Elle ne doit pas être prépondérante quoi. Encore une fois... elle ne doit pas guider le reste. Je pense quand même qu'elle vient te renseigner sur beaucoup de choses que tu pourrais voir ou savoir. Ah ouais, tu penses? Faut que tu m'expliques quelle science devient obligatoire. Quand je parle de science, je parle des outils quand même. Peut-être dur de faire du très haut niveau sans prise de lactate aujourd'hui, je sais pas, je dis n'importe quoi. Moi, je te rétorquerai. Est-ce que tous ceux qui font des prises de lactate savent ce qu'ils interprètent? Ouais. Et là, du coup, j'aurais tendance à te dire peut-être que des fois, ils se brident ou qu'ils vont trop vite. Ouais. Alors que comprendre ce qui est un premier seuil, est-ce que déjà ils l'ont vraiment fait, si on prend le premier seuil? Est-ce qu'on est capable de savoir si on est à peu près au premier seuil en ressenti quand on comprend vraiment les mécanismes physio-psycho? Je pense que oui. Et du coup, je te dis ça vraiment en restant très humble et en ne ciblant personne. Mais pour aller de plus en plus sur des endroits où il y a beaucoup d'athlètes, parce que mes spots des sports d'avant, c'est pas forcément des athlètes, d'athlétisme.
Je suis pas sûr que les gamins que j'ai vus de 16 ans à Montegordo la semaine dernière qui prenaient leur lactate sont capables d'interpréter ce qui se passe. Ouais. Et je te le remets même dans l'autre sens. Mais en ayant un expert à côté, je veux dire. Ouais, voilà. Bien sûr. Et je pense que peu ont accès à cet expert et beaucoup font de la science avant de faire bien les bases. Ouais. Et je te prends un exemple concret. On faisait une séance sur la piste avec Valentin et Aurélien la semaine dernière. Bref, et il y avait 2 gamins, et j'aurais pas demandé, mais je pense qu'ils ont 15-16 ans. Ils faisaient du SV1 sur la piste, 2 à l'heure, parce qu'ils ont 15-16 ans, ils n'ont pas encore des seuils à 20 à l'heure, évidemment. Et juste comme ça, tu vois, et j'aurais rien dit, j'aurais juste demandé, vous faites quelle discipline? J'ai entendu 800-1500. Je me suis dit, waouh, mais les gars, elle courait 4 au kilo, quoi. Peut-être d'autres choses à faire, quoi. Ouais. Je me suis juste dit ça dans ma tête. Après, je suis trop, je suis pas quelqu'un qui pète plus haut que son cul et ça se trouve, ils vont réussir et je leur souhaite. Et j'ai fait me tromper et je veux pas, j'aurais été mal à l'aise de leur dire vous êtes trop bêtes ou devant leur entraîneur en plus. Mais je pense qu'il y a d'autres qualités à développer quand tu es ado et que tu fais du 800-1500. Ouais. Mais le seul truc, c'est qu'aujourd'hui, je sais pas, mais peu d'athlètes choisiront d'aller vers un coach qui a juste un sifflet. Enfin, c'est compliqué. Il y a quand même un effet de mode dans le haut niveau. Non ? Ouais, mais la mode, c'est dangereux. Et je pense que tu le sais comme moi. Ouais. Et c'était dangereux sur beaucoup de sujets par le passé et ça peut le devenir peut-être maintenant sur l'entraînement. Ouais. Bon, Anaël, merci beaucoup en tout cas. C'était hyper intéressant. Au plaisir. Et à bientôt. À bientôt aussi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Merci à Impulse Nutrition de soutenir le podcast. Pensez à utiliser le code BORN pour bénéficier de 15% lors de votre première commande. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun épisode. À bientôt sur Born Podcast.